Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons commencer. Je suis Xavier Noël, chargé de la culture scientifique et technique au Conservatoire national des arts et métiers Pays de la Loire. Alors d'abord, pourquoi cette conférence dans le cadre de notre cycle Apprendre et vivre sa citoyenneté? En 2015, le terme de collapsologie apparaît sous la plume de Pablo Servigne, que vous connaissez bien, et Raphaël Stevens. Alors je vous lis une citation. Le néologisme désigne alors une science de l'effondrement, mais cette première définition pourrait sembler presque trop limitée face au succès de la collapsologie. De discipline scientifique, celle-ci semble se muer progressivement en un mouvement de société. La collapsologie entend en effet démocratiser la connaissance de l'effondrement afin qu'elle ne se limite pas au seul milieu scientifique et militant. Pour prendre des mesures qui soient à la hauteur d'un tel phénomène, la société civile, dans son entièreté, doit se ressaisir du sujet. Donc c'est, je cite Anne Rumin, qui a écrit un article qui s'appelle « Tyrannie du présent, un autre rapport au temps ». C'était dans un numéro spécial de Socialterre, consacré au dérèglement climatique, avec les questions d'extinction de masse, de fin du pétrole, et si tout s'effondrait. Démocratiser la connaissance de l'effondrement, c'est bien ce qui nous a incité à proposer cette conférence dans le cadre du cycle réalisé par le CNAM et le lieu unique dans le cadre de la programmation du Labo Utile. Alors cela, évidemment, au même titre que d'autres sujets qu'on traite pour favoriser l'accès à différents champs de la connaissance, puisque c'est bien devenu un champ de la connaissance, et un champ de l'action et un champ, évidemment, de la citoyenneté. Il y a juste une semaine, c'était 7 jours, Yves Cochet, ancien ministre de l'Aménagement et de l'Environnement, qui est président de l'Institut Momentum, donc c'est un think tank, un laboratoire d'idées, si vous voulez, qui est consacré à l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle. Donc c'est évidemment une figure historique de la pensée effondriste contemporaine, intervenait au Centre de communication de l'Ouest. Donc d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous étaient-elles là. Donc le sujet est devenu omniprésent. Voilà, ce sujet, il n'y a pas de semaine sans qu'on voit des articles sur le sujet. Alors il y a même Yggdrasil, c'est le dernier magazine avant la fin du monde. Et il se donne pour objectif de traverser l'effondrement et inventer la suite. Il vient de bénéficier d'un financement participatif au-delà des attentes, 335%. Le motif de l'effondrement ici irrigue aussi le champ artistique. Alors, différents champs artistiques. Alors, j'en cite un. C'est un travail littéraire. C'est une œuvre littéraire. Donc, un livre qui s'appelle D'os et de lumière, Solar Bones. C'est écrit par un anglo-irlandais qui s'appelle McCormack. Et donc, c'est bien cette question de l'effondrement qui devient aussi objet artistique, objet littéraire. Ceci dit, selon Luc Semal, qui est maître de conférence en sciences politiques au Muséum national d'histoire naturelle, le catastrophisme peut contribuer à esquisser une démocratie écologique. Ce sont ces termes. Alors pour Anthony Braud, que nous avons invité ce soir, il s'agit de rendre audible un discours catastrophiste. Vous dites, il n'y a qu'en regardant la réalité en face que l'on peut sereinement se poser la question du quoi faire ou que faire. Il souhaite, avec sa conférence, nous proposer de faire le plein d'énergie pour notre mise en action. Alors, Anthony Braud, vous êtes membre de la coopérative d'activité et d'entrepreneurs Oxalis, donc qui intervient dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes socio-analyste, accompagnateur du changement et, pour ce soir, conférencier gesticulant. Donc merci à vous de nous inviter à vivre de façon active la mutation en vue, peut-être pour nous projeter dans une société post-carbone ou dite post-carbone. Alors avant de vous lancer de vous lancer la parole, de vous donner la parole, je voudrais évidemment remercier le lieu unique pour son accueil, donc Patrick Giger, son directeur, Catel Delaune qui est responsable des équipements, Arthur qui est à la technique avec nous ce soir. Remercier aussi pour leur soutien financier la région Pays de la Loire et puis la ville de Nantes.
Il y a donc ce soir une information pratique, donc une captation vidéo qui est réalisée par Jean-Luc Page. Donc vous pourrez revoir cette conférence sur le site du CNAM. Je voudrais aussi évidemment remercier mes collègues. Donc il y a Jacques Moreau et puis Ghislaine Jans qui vous ont accueillis. Donc merci d'être là ce soir. Voilà, puis je dirais quelques mots en fin de conférence pour vous annoncer la prochaine, pour vous donner un prochain rendez-vous. Oui, et puis une petite précision. Donc, nous vous avons demandé votre mail à l'entrée. En fait, c'est tout simplement pour vous inviter à d'autres conférences de ce type. Et puis, c'est aussi bien sûr pour recueillir votre appréciation ou pour que vous nous donniez des idées. Vous pouvez avoir envie que d'autres sujets soient traités. Ça nous permet d'avoir un lien avec vous. Voilà. Ben, écoutez, merci. Et puis donc, je vous laisse la parole, la place. Merci beaucoup. Je vais faire 2-3 petits votes à main levée pour qu'on puisse savoir tout de suite quel genre de moment on va passer ensemble. Le premier, c'est lever la main si vous avez déjà vu une conférence gesticulée. Ok. Et donc levez la main si vous ne savez pas ce que je viens de dire. D'accord. Donc une conférence gesticulée, c'est une convention, une forme qui mélange le spectacle et la conférence. L'idée, c'est de mélanger des savoirs froids et des savoirs chauds. Et puis aussi un peu de raconter sa vie en tant que conférencier, pour essayer de vous montrer comment je me débrouille avec le sujet dont je vais vous parler ce soir. La deuxième, c'est lever la main si vous connaissez la collapsologie. Ok, donc levez la main si vous ne savez pas ce que c'est ou vous êtes là par curiosité comme ça. D'accord. Ok. Bien. Ça, c'était des... On va commencer tout de suite avec une première question qui va nous mettre un petit peu dans le fil de cette conférence. Je vais vous demander de lever la main ce coup-ci. Si vous êtes... Non, avant de lever la main, je vais vous laisser un petit temps de réflexion. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant à... Je commence par en douceur, je suis désolé pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la collapsologie, quant à l'avenir de l'humanité. C'est pas facile, voire même c'est un peu con comme question, en fait ça dépend de quoi on parle. Mais quand même, si vous deviez choisir un camp, entre être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste quant à l'avenir de l'humanité, quel serait votre camp? Je demande que les optimistes lèvent la main. Ok. Que les pessimistes lèvent la main? D'accord. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable parce que généralement, c'est moitié-moitié. Voilà, j'ai fait cette conférence une centaine de fois. Généralement, c'est moitié-moitié. Je ne sais pas si c'est les effets du bouquin de Pablo, d'Yggdrasil, qui n'est pas encore sorti ou quoi. En tout cas, là, manifestement, nous avons un auditoire particulièrement pessimiste. Alors, pour les pessimistes, la partie la plus chouette pour vous, ça va plutôt être cette première partie de la conférence, où là, je vais, comme souvent dans les trucs écolos, je vais faire un constat accablant que le monde va mal et que tout ça, enfin, bon, des trucs que vous savez déjà, mais puisque vous revenez, c'est que vous voulez les entendre. Et puis, classiquement aussi, dans une deuxième partie, je vais donner des solutions et des trucs qui font qu'en fait, il y a encore un peu raison d'y croire. Voilà. Alors, en fait, mais je sais pas si en fait, je crois que je veux pas faire ça. En fait, j'ai essayé de faire ça, et vraiment, au fil des dates, le chapitre positif à la fin, j'y arrive plus vraiment. Et comme là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de positifs, pas d'optimistes, je vais peut-être m'en dispenser, et peut-être dire plus clairement ce que j'en pense vraiment. D'ailleurs, je fais pas souvent ça. Voilà. Ça vous va comme base de départ? C'est parfait. Alors, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, elle démarre en 1995. En 1995, j'ai 17 ans. Et je suis en terminale. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça, ce moment où, comme ça, un jeudi, entre 14h20 et 14h40, vous avez rendez-vous pour connaître votre destin. Le rendez-vous avec le conseiller d'orientation et d'information. Et
Je ne sais pas, bon, comme tout le monde, hein, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire dans la vie. Mais à 17 ans, c'est aussi l'âge où on passe le BAFA. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait un premier boulot, j'ai ramassé des pommes. Enfin, j'ai essayé. Et au bout de 11 jours, j'ai été viré. Pourtant, c'était sympa, c'était une entreprise familiale. Et le patron m'a expliqué qu'en fait, si les débats que je faisais naître dans les rangs de son exploitation étaient passionnants, il ne pouvait pas mettre en péril sa récolte sur l'argument de la qualité de ses débats. Alors, je lui ai dit que j'étais d'accord avec lui, que je trouve que j'avais déjà ramassé beaucoup de pommes de toute façon. Et on en est resté là. Et là, donc, après, à 17 ans, j'ai bien dû réfléchir, me trouver un avenir, vous voyez. Quel est le métier qui demande le moins d'efforts, mais qui permet d'avoir un salaire quand même? Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi passé par cette étape-là dans votre parcours. Donc, je me suis vraiment posé sérieusement la question, parce que contrairement à tous mes copains, je refusais absolument de faire des études qui ne me serviraient à rien, c'est-à-dire dont je regretterais après coup de les avoir fait. Donc, je prenais vraiment cette question très au sérieux de faire le moins d'efforts possible, y compris dans les études, quoi, vous voyez. Donc, en terminale, je suis arrivé avec une conviction faible, mais une envie forte de ne pas me planter. Et j'ai expliqué donc à la dame que je souhaitais, comme j'avais vu dans le stage BAFA, parce que j'avais fait un stage BAFA du coup pour être animateur socioculturel, donc un job d'été. Et effectivement, après mûre réflexion, je me suis dit qu'il y a peut-être moyen, au moins le temps des jobs d'été, de me faire un peu d'argent en jouant avec des enfants. Ça me paraissait être le moins fatigant. J'étais assez innocent, hein, je ne me rendais pas compte. Et j'ai fait mon stage BAFA avec des communistes pratiquants. Il en reste. Et là, j'ai découvert l'éducation populaire. Et j'ai découvert que non seulement jouer avec des enfants, c'était ce qui me semblait être faire le moins d'efforts pour en ayant de l'argent, mais en plus, c'était ce qui permettait de défendre ses droits, d'en acquérir de nouveaux, de se battre pour plus d'égalité dans la société. Bref, je participais simultanément à un mouvement historique d'émancipation. C'est génial quand même. J'ai dit, je veux faire ça. Donc j'ai compris qu'en fait, jouer avec des enfants, c'était la voie pour changer le monde. Et je me disais que là, il y avait peut-être un truc qui me donnerait envie de donner un peu d'allant à mon travail. Et donc j'explique à la conseillère d'orientation de la formation que j'ai envie de changer le monde. Je ne sais pas bien comment. Alors à l'époque, j'étais plutôt dans ce look-là. Et là, la conseillère m'indique que ce que je veux faire, en m'ayant fait remplir des petits questionnaires, c'est DRH, directeur des ressources humaines. Parce que, voyez-vous, aider les gens à travailler ensemble, ce qui me paraissait être comme en colo, mais avec des adultes, eh bien, le métier qui va avec, pour elle, c'était DRH. Je dis, vous êtes sûr? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, en terminale, je suis allé voir à la fac comment on fait pour être DRH. J'ai pris rendez-vous avec des gens qui s'occupent des 3e cycles universitaires. Parce que je ne voulais pas faire des études qui ne servent à rien. Et donc là, j'ai compris que le cursus classique, c'était sociologie, mais qu'aujourd'hui, de nos jours, il valait mieux faire sciences économiques. J'étais toujours innocent, donc j'en ai rien déduit politiquement, et donc je suis rentré en faculté de sciences économiques. Et là, je me suis dit que je voulais changer le monde, et je ne savais pas trop comment il marchait, en fait, le monde. Alors je me suis renseigné, je me suis instruit, comme on fait en première année de fac, en sciences économiques. Moi, je me suis abonné à Capital, voilà, c'est ça que j'ai trouvé. Et là, mine de rien, de fil en aiguille, je finis par comprendre qu'il y a un truc avec le pétrole. Il y a un truc. Et alors, je lis ça et j'en parle à mes copains, qui trouvent ça surtout chiant comme sujet de discussion. Mais moi, je n'en reviens pas de ce que je lis, quoi. Je n'en reviens pas. Alors, je continue à lire des trucs de plus en plus pointus, des trucs faits par des experts qui conseillent des gouvernements ou des multinationales, des livres. Alors, je ne commence pas par ça, hein. Je commence par des théories du complot. C'est ce qu'on trouve en premier sur Internet quand on s'intéresse à ce genre de sujet. Puis bon, après, j'ai vite dépassé ça. J'y ai pas cru une seconde. Puis, en croisant, j'en suis arrivé à des trucs incroyables. Cette partie-là, je vais vous la résumer avec un petit jeu, si ça vous va. Ce petit jeu, c'est que je vais vous demander, là tout de suite, de discuter avec vos voisins. C'est encore mieux si vous ne les connaissez pas, vous verrez après, ça a fait du sens. Donc avec les 2-3 personnes autour de vous, et d'essayer de deviner
le tiercé dans l'ordre des usages de pétrole en termes de consommation. Je sais, cette phrase ne veut absolument rien, enfin pas rien dire, mais c'est compliqué. Je vais donc traduire. Vous voyez, le pétrole, ça sert à plein de choses différentes. Et ça se compte en barils, les gros barils bleus. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres ce soir, plutôt l'esprit des chiffres que les chiffres eux-mêmes. Donc ce baril bleu, ce produit, le pétrole, ça sert à beaucoup de choses. À votre avis, de toutes ces choses, de ce qu'on peut faire avec du pétrole, quelle est, de ces choses, celle qui va consommer, pomper la plus grande partie de mon baril? Qu'est-ce qui utilise le plus de pétrole dans tout ce qu'on en fait, quoi? Ce serait quoi le deuxième? Ce serait quoi le troisième? Le tiercé dans l'ordre des usages de pétrole en termes de consommation. Vous n'allez sans doute pas inventer grand-chose, mais échangez ce que vous savez. Si quelqu'un trouve le tiercé dans l'ordre, je lui offre le DVD de cette conférence gesticulée. Les chiffres ne sont pas truqués, hein. Alors, c'est parti, je vous laisse 3 minutes. 3 minutes. Bien. Alors, pour restituer les résultats, je vais utiliser des vieux dessins qui n'ont pas été faits pour ça, parce que je ne sais pas dessiner. Alors, le premier dessin que je vous présente, vous allez voir, c'est avec ça que je voudrais vous parler du plastique. Alors, vous voyez, c'est même pas en plastique. Bon. Alors, le plastique, je vais même faire plus large. Avec ce dessin-là, je voudrais symboliser tout ce qu'on appelle la pétrochimie. Vous voyez? Donc, le plastique et tous ces trucs-là sous toutes ses formes. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez mis le plastique dans votre tiercé. Juste comme ça, par curiosité. Est-ce que des gens dans la salle n'ont pas mis le plastique dans leur tiercé? Levez la main. Voilà, il y en a qui ne savent pas trop ce qu'ils ont dit, en fait. Hein, c'est ça, ils ne savent pas trop. Bon. Alors, ça, c'est pas numéro 1, en fait. Et en fait, c'est pas numéro 2. Et puis, en fait, c'est pas numéro 3. Et puis, c'est même pas numéro 4, ni numéro 5, ni même numéro 6, et encore même pas numéro 7. C'est incroyable, hein? Pourtant, si on prend tout le Made in China, vous voyez, déjà quoi. Et en plus, tu y rajoutes le Made in Taïwan. Même le Made in Singapour, Made in Japan, tout ça, hein, tout cumulé. Hein. Même le Made in Malaysia, tout. Hein. C'est ridicule. Par rapport à mon baril de pétrole, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, vous avez tous perdu, sauf des gens un peu par là. Alors, les gens qui n'ont pas mis le plastique dans leur tiercé, il n'y a plus qu'avec vous que je joue déjà. Donc là, toi, là, vous avez mis quoi en premier? Non, devant, je sais pas, toi, j'en sais rien, ceux qui n'ont pas... L'alimentation. Alors, dans ceux qui n'ont pas mis le plastique, hein, qu'est-ce que vous avez mis d'autre en premier? L'extraction de pétrole. Ok. Quoi d'autre? Le transport. Qui c'est qui a dit ça? Et vous aussi, transport en 2, vous. Et vous, transport en 1? Ok. Et en 3, communication. C'est bon, tous ceux qui n'avaient pas mis le plastique, ils ont dit ce qu'ils avaient mis en 1? Production d'énergie. Oui, oui, ça va avec. Ouais. Alors, il n'y a donc plus que 3 personnes qui jouent, parce qu'en premier, ce sont les transports. Juste le transport routier, c'est-à-dire les moteurs à essence et diesel, juste ça, c'est largement numéro 1. C'est presque la moitié du baril. À lui tout seul, 40% du baril. D'accord? Non, justement, là, je ne parle que du transport routier. Voilà. Ensuite, du coup, il n'y a plus que vous qui jouez, là. Numéro 2? Quoi? Donc, alimentation ou industrie ou quoi? Ou chauffage. Alors, choisissez. L'industrie?
C'est comme ils disent dans le machin, c'est votre dernier mot? Eh bien raté, c'était le chauffage. Le chauffage à lui tout seul, donc là c'est du fuel, ça représente un quart du baril. Il y a une maison sur 3 qui est chauffée au fuel en France et la plupart des bâtiments publics et privés. Numéro 3, encore du transport. Je sais bien que certains vous l'avez regroupé, mais comme de toute façon le plastique c'est pas dans le trio, on s'en fout. Hein. Et puis en même temps on n'est pas là pour jouer, on est là pour apprendre des trucs, ça suffit maintenant. Donc le kérosène, à lui tout seul, on est à 15% du baril. Et vous voyez ça là, ça c'est 40% de mon baril. Ça c'est 15%. Pourtant, on a chacun une bagnole et on n'est pas vraiment 1 sur 3 à avoir un avion, vous voyez, dans l'idée. Ça veut dire que ça, c'est quand même pas beaucoup de gens qui produisent 15% par rapport à peu près tout le monde qui produit les 40%. Donc les écolos, c'est pour ça ils sont assez énervés en fait contre les avions. C'est démesuré, quoi. C'est démesuré. C'est pour ça que même les écolos un peu bobos qui font des tests d'empreinte écologique, qui roulent à vélo et qui habitent une maison en paille, mais qui vont voir leur fille à New York une fois par an, eh ben, c'est dans les pires pollueurs de la planète. Même avec la map, tout, hein. Même avec les vêtements, tout, ça ne change rien. Vous êtes dans les pires. Et pourtant, vous faites la morale à tous les autres en plus. Mais bon, vous n'êtes peut-être pas dans la salle, hein, je dis ça. Ensuite, numéro 4, production d'énergie. Ouais, en fait, ouais, là je parle des stats, disons, du monde occidental qui est en train de s'effondrer, selon la collapsologie, mais au niveau mondial, ça change pas grand-chose. Et d'ailleurs, je vais l'expliquer tout de suite, c'est que, donc voilà, juste après ce dessin-là, tu vas voir. Donc la production d'énergie, donc ça c'est du mazout. Donc le mazout, c'est pour fabriquer de l'électricité à partir du pétrole, du charbon ou du gaz. Enfin là, le mazout, c'est le pétrole, mais du pétrole lourd. Et c'est aussi ce qui permet de faire avancer les bateaux. Donc tout le trafic maritime est basé sur le mazout. Encore du transport. Mais souvent, quand on pense transport, on pense avion et voiture, mais on pense pas bateau. Enfin, je ne sais pas vous, mais genre, ouais, mais je l'avais mis ensemble, le bateau. Et les bateaux. Ah ouais, bon, bref. Tout ça, tout ce que je viens de vous montrer, c'est du pétrole qu'on brûle. Donc en fait, le pétrole, ce qu'on en fait, principalement, on le brûle. On le brûle pour fabriquer l'électricité, on le brûle pour faire avancer des bateaux, on le brûle pour faire avancer des avions, on le brûle pour faire avancer des voitures et des camions, on le brûle pour se chauffer. C'est ce qu'on appelle le pétrole énergétique. C'est pour ça qu'au niveau mondial, ça ne change pas grand-chose. Parce qu'en fait, voilà ce qu'on fait du pétrole. On le brûle. Et après, il reste des sous-produits, si vous voulez, des miettes, quoi, des gouttes qui restent au fond du baril. Et avec ça, on le transforme et on en fait d'autres trucs, comme du plastique. Mais pas que. Avec ce qui reste, on fabrique aussi les routes, parce qu'on roule avec du pétrole sur du pétrole. Et puis aussi, on s'habille en pétrole. Vous pourrez vérifier vos vêtements, mais tout ce qui est polyester et tout ça, c'est fait avec du pétrole. Et même le coton, il y a tellement de pétrole dépensé. Mais bon, bref, restons déjà sur les fibres qui sont elles-mêmes faites à partir du pétrole. Et puis aussi, on se soigne en pétrole. L'hôpital est de très loin le bâtiment qui consomme le plus d'énergie sur une ville. Et la matière blanche en quoi sont faits les médicaments, c'est du pétrole dans lequel on rajoute des molécules ensuite, des produits actifs. Donc notre système de santé est extrêmement dépendant au pétrole. Et puis évidemment, l'agriculture. Mais alors, cette agriculture-là, quoi, hein, si vous imaginiez dessiner des légumes pour symboliser l'agriculture, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. En fait, l'agriculture, au niveau mondial, pour le coup, c'est bien de ça dont il s'agit. Voilà ce qu'on fait avec le pétrole. Et je trouvais ça dingue, voyez-vous, parce que moi, je ne suis pas né dans un bidonville, mais je veux dire, quand même, mon père, il allait chercher le haut puits quand il était petit. Ma mère, elle avait des clémentines à Noël. Elle était contente en plus. Alors qu'il y en a tous les jours à la cantine, c'est que c'est un peu stupide d'avoir des clémentines. Dit autrement, je vais vous repasser ces petits dessins-là et je vais vous demander de répondre dans votre tête comment on vivait dans votre famille dans les années 60-70. Il y a un demi-siècle. Il y a seulement un demi-siècle. Comment on vivait dans votre famille, soit vous-même, soit vos parents, soit vos grands-parents. Ce que vous en savez. Dans votre famille, il y a 50 ans, que mangeait-on ? Dans votre famille,
il y a 50 ans, comment se soignait-on? Dans votre famille, il y a 50 ans, comment s'habillait-on? Dans votre famille, il y a 50 ans, comment se chauffait-on? Dans votre famille, il y a 50 ans, y avait-il l'électricité? Sans doute que oui. Si oui, à quoi servait-elle? Ou dit techniquement, c'était quoi la puissance du compteur? Juste pour rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'on consommait qui venait de l'autre bout du monde? Il y en avait déjà depuis longtemps. Du café, des bananes. D'accord, mais quelle était, disons, la proportion de choses à manger ou à utiliser qui traversaient les océans qu'on avait dans notre quotidien? Ça, c'est plus dur à rendre visible, mais si, il y a une manière. À quelle distance se déplaçait-on pour aller en vacances? Même pour partir en vacances l'été. À quelle distance, jusqu'à quelle distance allait-on pour faire la fête le samedi soir? Ou pour aller travailler? Ou jusqu'à quelle distance allait-on voir des amis? Quel était le territoire de vie? À combien de kilomètres on allait autour de chez soi, quoi, pour faire tout ça, pour vivre sa vie? Et ma grand-mère a eu 16 enfants. Ce qui veut dire qu'en un demi-siècle, on a entièrement basculé d'un mode de vie dans un autre. Entièrement, mais entièrement. Ça veut dire que la découverte du feu, de la roue ou de la machine à vapeur, elle a été douce et lente à côté du changement qu'on a vécu. Alors moi, je ne l'ai pas vraiment vécu, j'ai toujours grandi là-dedans. C'est mes parents qui ont vu le changement, disons, entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui, quoi. Moi, je suis né dans ce monde-là. Bon, c'est incroyable. Mais pour quelle raison, donc, on a entièrement basculé d'un mode de vie dans un autre? Pourquoi? Qu'est-ce que vous diriez? Le confort. Mais pourquoi avant, on s'en foutait du confort il y a 50 ans? Parce qu'il y a 50 ans, le monde était moins capitaliste. Un petit peu. Et donc, c'est la recherche du profit qui nous aurait poussé là-dedans. D'autres arguments? Eh ouais, c'est contradictoire. Pas vraiment. Là, la démocratisation. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui avaient accès à tout. Aujourd'hui? Ah, il y a 50 ans, les gens, ils avaient plus accès. Pourquoi est-ce que... Voilà. Vous dites pourquoi est-ce que ça a changé? Pourquoi on a basculé d'un mode de vie dans un autre? Pourquoi on s'est mis à vivre à partir un mode de vie basé sur le pétrole, alors qu'on se rend compte qu'il y a 50 ans, ce n'était pas le cas? Parce que la compétition internationale, la croissance. Alors qu'avant, il y avait plus. La société du désir. La mondialisation. La peur de la mort. La disponibilité de l'énergie à l'échelle de 50 ans. C'est-à-dire qu'on a trouvé beaucoup plus d'énergie d'un coup. Avant, en fait, on ne l'avait pas trouvé. C'est-à-dire que si on l'avait trouvé plus tôt, on l'aurait fait plus tôt, mais c'est là qu'on l'a trouvé, quoi. Et il semblerait qu'il y ait plutôt de ça. Parce que le capitalisme, déjà sous Louis XVI, Colbert, il faisait déjà du commerce, quoi. Donc manifestement, sur les autres énergies aussi, il y avait du profit, mais donc peut-être, ce serait une particularité historique. On était 2 fois moins nombreux. Ah, et donc, comme on était 2 fois moins nombreux, on pouvait se permettre... Ah, maintenant qu'on est plus nombreux, il faut qu'on utilise un mode de vie basé sur le pétrole, c'est ça? Non, je ne sais pas, c'est pour comprendre. Bon. C'est l'amélioration du bien-être. Il y a une volonté générale de recherche du bien-être qui a été permise par l'augmentation de meilleure exploitation des nouvelles technologies. Une volonté générale d'amélioration du bien-être. Parce que ça, avant, ils s'en foutaient du bien-être. Oui, ça s'emballait. Le système s'est complètement... Il
c'est emballé. On voit bien qu'on a créé des écoles d'ingénieurs à tout va, qu'ils se sont mis à créer, tout azimut. Les ingénieurs se sont mis à créer. C'est la faute aux ingénieurs, mais c'est vrai, on ne le dira jamais assez. Se croire en dehors de la nature, se croire au-dessus, quoi. Avoir l'impression que la nature est un réservoir de ressources dans lequel on peut piocher. Ah, les années 50, c'est ouais, la productivité de ça, c'était déjà les années 50. Hein. Bon. C'est pas depuis 50. C'est depuis 45. C'est depuis 45. 45, il a fallu tout reconstruire. Le plan Marshall. Le plan Marshall, etc. Bon. Eh oui. Tout ça, peut-être. Mais il y a quand même un truc, hein. C'est vrai qu'avant, on ne savait pas utiliser le pétrole comme on a su l'utiliser récemment. Je ne sais pas si on aurait eu la cupidité ou je ne sais pas quoi de monter tous ces trucs qui servent à rien plus tôt, si on les avait trouvés plus tôt. Bref. Mais le pétrole aussi, c'est que c'est juste magique. Et qu'il n'y a aucune autre énergie qui a ces capacités-là, quoi. Dans 1 litre de pétrole, vous avez la force de travail de 10 personnes qui bossent une journée entière. Et ça, il n'y a aucune autre énergie qui a ce rendement-là, mais aucune. Les énergies renouvelables, à côté, c'est ridicule. Donc elles ne pourront jamais nous sortir du problème dans lequel on est. Et pourtant, je ne suis pas contre et tout ça, ça serait bien, mais c'est incroyable. Pour se rendre compte, c'est si vous deviez faire avancer le chargement de ce camion sans le pétrole, et que vous étiez 10, et que vous aviez des vélos, il vous faudrait pédaler combien de temps pour transporter le même chargement que ce que fait ce camion avec 1 litre? C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et bien c'est une journée entière. Quand je vous dis, voilà, 1 litre, c'est 10 personnes pendant une journée, c'est ça le truc. Donc là, actuellement, vu notre consommation moyenne de pétrole dans le monde occidental, nous avons, comment dire ça, si mon grand-père avait voulu vivre comme moi je vis aujourd'hui, c'est-à-dire que là, je vis au nord de Rennes, et donc je suis venu jusqu'ici pour vous parler 2 heures. Donc si mon grand-père avait voulu faire ce genre d'excentricité, il lui aurait fallu 150 esclaves à son service. 150 esclaves à son service. Aujourd'hui, nous avons en moyenne en France, chacun 150 esclaves à notre service, sous forme de pétrole. On en a une trentaine qui pédalent nuit et jour pour nous transporter autant que nous en avons besoin. Nous avons 21 paysans qui travaillent pour nous pour produire l'alimentation variée que nous souhaitons avoir. Nous avons une trentaine ou une quarantaine d'ouvriers qui, ça en bois, c'est vrai que c'est pas terrible, qui vont fabriquer en je ne sais pas quel matériau les objets et tailler, etc., que nous utilisons dans notre quotidien. Et nous avons, je ne sais pas, pour l'électricité ou le chauffage, nous avons une trentaine d'ouvriers qui débiteraient du bois, le feraient brûler, et avec la vapeur produite ou la fumée dans les turbines produirait l'électricité pour que nous utilisions nos machines. Nous avons chacun 150 esclaves à notre service. C'est quand même génial. En fait, nous vivons dans le monde des 1001 nuits. Déjà. Même les gens, peut-être au RSA en France, actuellement, quoi. Vous voyez ? Dans le monde des 1001 nuits, dans les contes des 1001 nuits, il y a par exemple tous les contes où il s'agit de pouvoir être en contact avec la personne aimée, alors même qu'elle est à l'autre bout du territoire, enfermée, je ne sais pas où. Les forfaits minimums, c'est combien ? Moins de 10 balles, c'est un truc comme ça. Le tapis volant, avec la roue de secours dans le coffre. Ou vous mettre devant Carrefour aux heures d'ouverture et dire « Sésame, ouvre-toi ». Vous allez voir, ça marche. Et vous pouvez faire le plein. Vous gavez de tout ce que vous voulez. A priori, ça passe dans le budget. Nous vivons dans le monde des 1001 nuits. Nous sommes des nababs. C'est incroyable. C'est super. En plus, ça nous rend heureux, non ? C'est ça qui est génial. Mais je ne sais pas. En fait, en tout cas, je comprends qu'on a envie de garder ces 150 esclaves-là, quoi. Puis je comprends aussi qu'on soit dans un monde un peu plus individualiste. Évidemment, si on a chacun 150 esclaves, il y a moins besoin de s'intéresser à ce que devient le voisin, quoi. Je veux dire, il n'a qu'à se débrouiller avec ces 150 esclaves qui vont veiller sur lui à leur tour, vous voyez. Bon, bah, tout ça, c'est super. Juste la question qui reste, c'est est-ce que ça peut durer ? Combien de temps ça va durer ?
Donc rendu à ce niveau de la conférence, levez la main si vous connaissez le pic de Huber, si vous savez ce que c'est que le pic de Huber. Ah, on fait moins les malins, là, les collapsologues, là. Hein. Ok. Bon, alors, je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu des chiffres, ici ou là, qui vous disent que notre mode de vie, on peut encore le tenir tant de temps? Une durée, quoi. Qui dit qu'on peut continuer à vivre encore comme ça pendant une certaine durée. Est-ce que vous avez déjà entendu des chiffres, quels qu'ils soient, et quels étaient ces chiffres? Donc toi, tu connais déjà. Hein. Ok. Alors plutôt ceux qui ne connaissent pas le pic de Huber, sinon vous avez la réponse, hein, c'est pas drôle. Ah, rien. Vous ne connaissez aucun chiffre, vous n'en avez jamais entendu. Non mais c'est vrai, tout le monde s'en fout de toute façon de l'écologie. Hein, c'est pas... Donc ça serait maintenant quoi. Il y a des chiffres qui disent qu'à un certain moment dans l'année, on a épuisé les ressources de la planète. Et que Ah mais ça c'est pas que pour le pétrole, c'est pour tout quoi. Ouais. Non moi je vous dis sur le pétrole, tout ce mode de vie là, est-ce que vous avez déjà entendu des chiffres qui vous disent ah ben on peut encore vivre comme ça tant d'années? Optimiste ou pessimiste, on s'en fout, hein, des chiffres. Moins de 50 ans? Moins de 5 ans. Moins de 5 ans? Ok. 2006, le pic pétrolier. Autour de 2050. 2100. 3025. 30 ans. 2020. On n'en sait rien, quoi. Mais de toute façon, tant qu'on peut faire le plein, on s'en fout en même temps. Hein. Je veux dire, pas plus prendre la tête comme ça, des soirées alors qu'il fait beau, dans des conférences pour comprendre des trucs qu'on s'en fout. Hein. Bon. Donc il y a deux écoles hein, sur les chiffres, sur combien de temps ça peut durer. Il y a le camp des optimistes et le camp des pessimistes. Mais non, ça n'a rien à voir avec le petit sondage qu'on a fait au début. Hein. Donc là, dans le camp des optimistes, nous avons les multinationales de l'énergie, les pays producteurs de l'OPEP et les gouvernements des pays riches. Quoi. Voilà. Donc ces gens-là, voilà. Moi je dis rien politiquement, je vous dis juste comment sont formés les camps, hein, c'est tout. Hein. Donc ce camp-là est plutôt optimiste, il dit qu'il n'y a pas de problème, en fait il ne faut pas avoir peur, pas la peine de se prendre la tête alors qu'il fait beau, qu'on pourrait être tranquille à l'apéro, et que ça va durer entre 30 et 50 ans. Alors comment ils font? Ils prennent le pétrole qu'il y a sous terre et ils divisent par ce qu'on consomme chaque année. Alors, on consomme tant chaque année, vu qu'il reste tout ça, et donc il reste 40 ans. Voilà. Bon, en fait, pour plein de raisons, c'est complètement bidon, parce que si vous voulez le pétrole, imaginez que vous avez un super jardin fruitier, et vous avez des super pommiers, vachement mieux à l'entrée du jardin, qui ont des plus grosses pommes, plus sucrées et plus basses. Et dans le fond du jardin, vous avez des vieilles pommes toutes acides, qu'il faut grimper à l'arbre, que c'est galère pour les attraper. Voilà. Mais c'est vrai qu'il reste la moitié des pommes, hein, là, dans le jardin qu'on a. Je ne vous dis pas quelle moitié il reste, mais vous avez deviné. Donc, qu'il reste la moitié, certes, on ne va pas manquer de pétrole, on va manquer de pétrole bon marché. C'est-à-dire, comment on fait pour que ça soit facile à choper, les pommes, quoi. Vous voyez ? Ce qui n'est déjà pas pas la même histoire. Bon. Le pétrole, le pic de pétrole, on l'aurait dépassé en 2006. C'est-à-dire que quand on regarde comment produit une nappe de pétrole, c'est Huber qui a dit ça. Donc Huber, c'est un géologue américain, et c'est lui qui a mis au point une théorie qui est pratique, hein, qui explique comment les rendements du pétrole. Quoi. Alors il est connu parce que le pic de pétrole porte son nom. On dit le pic de Huber. Grosso modo, en une minute, il dit que quand on exploite une nappe de pétrole, un champ de pétrole, au début, ça ne produit rien, mais on n'a pas commencé. Là, on va installer des pompes à pétrole. Là. Ouais, c'est ça. Et plus on va les construire, plus la production va augmenter. Au bout d'un moment, on va arrêter d'en construire d'autres. On va donc avoir un plateau de production. On aura tous les ans la même chose, quoi. Et puis, à un moment donné, la production va décliner, et donc ça va descendre comme ça. Donc, la production de pétrole, ça fait un truc qui monte, un grand plateau, et un truc qui descend. On a commencé à exploiter tout le pétrole en même temps, dans les années 50-60. Voilà, par là. Donc, si on additionne la production de tous ces champs, ça nous fait une courbe en cloche. Et pour Huber, nous dit-il en 1969, le point le plus haut de cette courbe, on va l'atteindre en l'an 2000 précisément. Ce sont ses prédictions. Et il ne s'est pas trompé.
sauf qu'ils ne pouvaient pas prévoir, en 1969, que nous aurions 2 chocs pétroliers. Ce qui fait qu'on n'a pas dépassé le point le plus haut en l'an 2000, mais effectivement en l'an 2006, il semblerait. Parce qu'à la loupe, le haut de la courbe, ce n'est pas un arrondi, bien arrondi. Si on regarde le haut de cette courbe, en fait, on est dedans en ce moment. C'est ce qu'on appelle dans le jargon technique, en fait, c'est cette forme-là. C'est un plateau en tôle ondulée, ils appellent ça, comme au-dessus de l'abri de jardin, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait un plateau en tôle ondulée? Ça, vous allez voir, c'est concret, en fait. En 2006, on atteint un pic. C'est-à-dire que là, il n'y a plus assez de pétrole, bon marché, on n'arrive plus à en produire assez tous les jours, on a 90 millions de barils par jour de pétrole. On ne voit pas comment ouvrir les robinets plus fort, quoi. Donc, ça va créer une petite récession en 2008, les subprimes, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si les gens consomment un peu moins de pétrole, la production, c'est pas un robinet en fait. Hein. L'image, elle marche pas si bien, mais ça se forme pas comme un robinet. Vous voyez la production mondiale de pétrole. Donc ils ont des stocks sur les bras. Ils savent pas quoi en faire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les brader en fait sur les marchés. Et là, une fois que le pétrole est moins cher, que va faire le peuple? Il va le garder pour les générations futures. Non, je blague. Il va recommencer à faire comme avant. Mais si tout le monde reconsomme comme avant et va jusqu'à la plage quand il fait beau, d'ici c'est pas très loin, c'est vrai, mais ça dépend où on habite en France, il n'y en aura pas assez. Mais s'il n'y en a pas assez, du coup, ils vont augmenter les prix, ça va être trop cher. Alors du coup, après, ils vont faire des stocks, et après, ils vont baisser les prix. Mais s'ils baissent les prix, nous, on va faire comme avant, on va continuer à consommer comme on faisait avant. Alors les cours, ils vont remonter, mais une fois qu'on va tous faire, ça ne va plus marcher. Et donc, on va faire ça comme ça 3-4 fois. Donc, le pic de pétrole, pour connaître la vraie date du pic, il faudrait savoir lequel de ces pics est le plus haut. Mais ça, c'est une histoire de spécialiste. Hein. Donc, on a eu un pic en 2006, un pic en 2008, un pic en 2011, un pic en 2015. Peut-être on va avoir un pic là en 2018-2019 qui va être plus fort que 2006. Donc, on va dire que le pic, c'est pas en 2006, c'est en 2019, mais ils sont à peu près équivalents. Cette conférence, je l'ai montée en 2008. Et en 2008, tous les experts disaient, ce plateau en tôle ondulée, il va durer entre 2010 et 2020. Et donc là, maintenant que nous sommes en 2019, les experts disent que ce plateau en tôle ondulée, il va durer entre 2010 et 2020. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire un petit cours d'histoire de l'humanité sur les 20 ans qui viennent. Vous allez voir ça en 10 minutes. D'abord, dès qu'on aura dépassé le plateau en tôle ondulée, là, et que ça va s'enfoncer. C'est déjà le cas pour beaucoup de pays. Hein. La plupart des pays qui produisent du pétrole ont largement dépassé leur pic de pétrole. Hein. Il ne reste plus beaucoup de pays qui peuvent ouvrir le robinet. Hein. Il reste l'Iran, le Venezuela, la Russie. C'est marrant, c'est que vous voyez, c'est les pays super potes avec l'Amérique. Il n'y a aucun lien, ne croyez pas que ce serait du complot, tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est déjà le cas, mais en fait, pas tant que ça d'ailleurs. Le pétrole va augmenter. Et là, bizarrement, depuis quelques temps, ces dessins, je les ai faits en 2008. Et moi, je croyais à l'époque que le pétrole allait augmenter. Et en fait, non. Vous voyez, le pétrole, il est bas, en fait, historiquement même. Et pourtant, on se rapproche quand même de la fin. Le truc, c'est que je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont une voiture GPL. Moi, j'ai eu une voiture GPL. Ce qui est super chiant quand tu prends une voiture GPL, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de stations qui vendent du GPL. Et du coup, comme il n'y a pas beaucoup de stations qui vendent du GPL, les gens, ils n'achètent pas beaucoup de voitures GPL. Vous voyez ce système-là? C'est compliqué, en fait, de basculer d'un truc à un autre. Et là, le problème, c'est de basculer. Ça ne va pas être facile non plus pour le pétrole. Bon, parce que donc, les prix vont monter. Mais pas tant que ça. Parce qu'au bout d'un moment, si on augmente trop les prix, les gens ils vont abandonner le pétrole et ils vont basculer sur autre chose. Et donc pour qu'ils restent dans le pétrole et qu'on ait cet effet GPL sur les autres énergies, etc., il faut quand même qu'ils restent relativement pas chers. Et pour expliquer ça, ils disent l'âge de pierre ne s'est pas arrêté au temps de la préhistoire parce qu'il n'y avait plus de pierre. En fait, c'est pas du tout ça qui a mis fin à l'âge de pierre. C'était pas la rareté de la pierre, vous voyez. C'est pas que la pierre elle est devenue chère et rare, pas du tout. Pour le pétrole, ça va faire pareil. On va sortir d'une société du pétrole et le pétrole va probablement rester au même prix qu'aujourd'hui. Mais il y en aura de moins en moins.
ce que ça va provoquer, c'est du chômage de masse dans l'automobile. Alors vous voyez, en 2008, c'était encore la NPE. Un peu par nostalgie, je garde mes dessins, puis comme ça prouve aussi un peu quand même l'authenticité, l'historicité de cette conférence. Donc du chômage de masse dans l'automobile. Mais après, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a pas que le plein de sa voiture. Souvent, quand on parle pétrole, on pense au plein de sa voiture. Voyez-vous, par exemple, le ketchup. Il n'y a que 3 ingrédients dans le ketchup. Même le ketchup Heinz ou Amora, hein, des multinationales. Il n'y a quand même que 3 ingrédients. Tomate, sucre, vinaigre. C'est pour ça que ça se conserve tout seul, il n'y a pas besoin de rajouter des œufs bidules. Il n'y a que 3 ingrédients. Pour que ces 3 ingrédients se retrouvent dans le même flacon dans votre frigo, il y a 56 étapes de transport et de transformation. Vous vous rendez compte? L'idée, c'est que les tomates, elles poussent en Espagne. Puis après, par exemple, on les envoie en Corée du Sud pour enlever la peau ou enlever la queue. Puis après, on les envoie en Malaisie pour enlever la peau. Puis après, on les envoie en Amérique du Sud pour les mettre en purée. Puis après, on les renvoie au Moyen-Orient pour enlever les graines ou les chocolats, etc., etc. Donc ça, c'est pour un ingrédient, la tomate. Vous faites pareil pour le sucre, vous faites pareil pour le vinaigre, vous faites pareil pour le mélange au fur et à mesure de ces ingrédients. Ensuite, vous stockez tout ça à différents éléments de la chaîne logistique. Parce qu'évidemment, entre le moment où l'usine où c'est fabriqué, puis toutes les plateformes, etc., jusqu'à votre frigo, 56 étapes. Donc le problème, ce n'est pas le plein de votre voiture, c'est que si à chacune de ces 56 étapes, le pétrole est plus cher, même pour mettre la tomate en purée, hein, parce que ça ne marche pas avec des panneaux solaires. Hein. Là, il faut du pétrole, il faut un truc faut que ça marche, quoi. C'est le ketchup qui va coûter plus cher, vous voyez. Mais alors, ça, c'est que 3 ingrédients. Hein. Je ne vous dis pas ça. Hein. Le nombre de combien ça va coûter au final, hein, c'est juste pas possible. Hein. Donc, bientôt, tout ça va coûter plus cher. On va donc se débarrasser du superflu. C'est quoi le superflu? C'est partir en vacances à l'autre bout du monde l'été, l'hiver. C'est manger du bio plutôt que ce qu'il y a. C'est avoir une grande baraque, une chambre pour soi. C'est une alimentation variée. C'est 23 degrés plutôt que 17 l'hiver dans sa maison. C'est quoi en fait? Probablement que ça va être différent pour chacun d'entre nous. Mais probablement qu'au final, on va vendre... Il sera vendu un peu moins de chauffage, un peu moins de Nike, un peu moins de McDo, un peu moins de billets d'avion, un peu moins de tout ça. On va donc avoir ce que les économistes appellent, pour ne pas nous faire peur, une croissance négative. Donc la croissance est toujours là, n'ayez pas peur. Hein. Elle est juste négative, hein, une broutille. Croissance négative égale chômage de masse. Mais là, un chômage de masse, quoi. Un chômage de masse que même 1929, ça va être rigolo à côté, pour ceux qui se rappellent leur bouquin d'histoire. En 2008, quand j'ai monté cette conférence, il se disait aussi qu'on allait vivre l'explosion des monnaies. À l'époque, j'avais dessiné $1, mais j'aurais pu dessiner €1. D'ailleurs, je disais ça à l'époque déjà. Je disais, mais là, j'ai mis $1, mais ça pourrait être €1. Les monnaies sont interconnectées. Hein. On a failli vivre l'explosion de l'euro. On est passé de peu à côté. Donc dans ces cas-là, il y a 2 manières. Hein. Soit il y a de l'hyperinflation, hein, c'est-à-dire le Venezuela cette année, 10 millions de %. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10 millions de %. Hein. Ça veut dire votre salaire, s'il n'est pas donc 10 millions divisé par 100, hein, ça fait 1 100 000. Ça veut dire si votre salaire il est pas multiplié par 100 000 dans l'année, vous allez perdre du pouvoir d'achat. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc là, quand tu négocies un job, négocie bien. Hein. C'est comme si aujourd'hui, il faut que tu hésites entre 100 millions ou 1 milliard ou un milliard d'euros par mois, tu vois, pour ton futur boulot. Parce que sinon, tu vas te faire avoir. Hein. Sinon, tu pourras rien t'acheter avec. Hein. Tu auras une baguette de pain, puis c'est fini. Hein. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, 10 millions de % d'inflation. Hein. Le Venezuela le vit cette année. Hein. Ce n'est pas un pays du tiers-monde, c'était un pays comme nous. Hein. Donc ça, c'est l'hyperinflation. Et sinon, si les prix n'augmentent pas, comme pour la pierre et l'âge de pierre, et puis le pétrole, et puis l'âge du pétrole bon marché, eh ben, la baguette restera au même prix, mais les boulangeries seront vides. Dans les 2 cas, c'est sympa. Hein. De toute façon, c'est souvent sympa. On va donc avoir des émeutes. Donc là, j'ai mis des flammes jaunes, mais j'en savais rien en 2008, vous voyez. En même temps, des flammes, c'est jaune, je ne sais pas. En tout cas, ces émeutes-là, elles sont encore gentillettes. Elles sont encore gentillettes, probablement, par rapport à ce qui nous attend.
Et qu'est-ce qu'on va demander? Je ne sais pas si c'est vous, hein. Mais en tout cas, probablement que les peuples vont réclamer de leur gouvernement de récupérer leurs 150 esclaves chacun. C'est un dû. Le progrès, on ne l'arrête pas. Et vu comment ils s'en foutent pas les poches là-haut, je ne vois pas au nom de quoi, moi, je me serrerai la ceinture. Donc mes 150 esclaves, c'est un minimum et c'est un dû. Partons de ce postulat-là, on va mettre en haut qui que ce soit qui pourra nous garantir ces 150 esclaves-là. Je disais ça pour les années 2010-2020. Bon, vous voyez que tout ça, c'est déjà là, en fait, hein, plus ou moins. Il n'y a plus grand-chose qui puisse peut-être étonner. Et je disais à l'époque 2025-2030, mais les statistiques n'ont pas... Enfin, les perspectives n'ont pas tant changé que ça. Peut-être, certains s'imaginaient, il y a quelques années encore, que nos petits-enfants partiraient en vacances sur Mars. Ce genre de truc, quoi. Dans votre famille, des gens croient ça, je ne sais pas. Probablement que le pic de la technologie, c'est aujourd'hui que nous le vivons. Et qu'il va falloir en répondre. Et que peut-être les discussions d'ici 2 générations, ce ne sera pas de savoir comment ça se passe sur Mars, mais il s'agira de répondre aux questions de ses propres petits-enfants. Qui nous demanderont si, à l'époque, dans les années 2000, 2020, par là, est-ce que c'était vrai qu'on utilisait un truc qui pesait 1 tonne et qui se déplaçait tout seul pour aller chercher une baguette de pain qui faisait 200 grammes à 1 kilomètre? Et qu'en plus, le jour de l'année, disait mamie, où le truc, il avançait pas, papy, il faisait la gueule. Et dit papy, est-ce que c'est vrai qu'aussi en 2020, l'hiver, comme il faisait froid, vous alliez à l'autre bout du monde pour avoir chaud? Quand même, papy, c'est stupide, si t'as froid, tu mets un pull, non? Enfin, je sais pas. Mais tu faisais quoi vraiment à l'autre bout du monde là-bas? Ah non, bah rien, on faisait rien. Rien. C'est-à-dire, ah bah rien, on se mettait sur une serviette sur la plage, puis on attendait la fin de la semaine, puis on rentrait. Et c'est pour ça que maintenant, je dois couper le bois à la hache plutôt qu'à la tronçonneuse. Non, j'exagère. Mais peut-être devrons-nous répondre de ce que nous faisons de cette énergie bon marché et de ce qu'ils ne pourront peut-être plus faire dans les générations à venir. Même si je pense qu'il restera toujours du pétrole pour les tronçonneuses, c'est pour montrer un usage utile, quoi, hein, qui est vraiment celui-là. Parce qu'en fait, même en Amazonie, hein, ceux qui vivent encore nus avec des pagnes, ils ont quand même des tronçonneuses. Hein, ils sont quand même pas cons, les mecs. Hein. 2030, ça c'est un dessin que j'avais rangé, je n'osais même plus en parler. C'était quand je voulais avoir un chapitre positif. Parce que là, bon, le temps avance. Il faut peut-être que je passe bientôt au truc positif. Là, en tout cas, on est dans le cœur du négatif. Hein. Ça va les pessimistes, c'est cool, tout va bien? Là, c'est pour vous, hein, spécial dédicace. Hein. Là, c'est le... Est-ce qu'il reste des optimistes? C'est vrai, je pourrais peut-être faire un sondage en milieu de... Parce que moi, en fait, avant, je parlais que du problème du pétrole en termes d'énergie, que notre mode de vie va se casser la gueule. Ben, en fait, d'habitude, je ne raconte pas ça. Maintenant, je vais vous le raconter parce que les temps changent. Mais ce n'est pas le seul problème. En fait, on ne va pas pouvoir continuer notre mode de vie, mais évidemment que par ailleurs, on va se prendre en pleine face toutes les catastrophes écologiques et climatiques. Et par exemple, dans des trucs qui vont être difficiles à croire, c'est qu'à cause du réchauffement climatique, on risque d'être exposé à toute une faune bactériologique et virale qui, pour l'instant, pour laquelle on n'est absolument pas protégé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans vos livres d'histoire aussi, les Indiens d'Amérique, les vrais avec les tipis et tout, ce qui les a tués, beaucoup plus que les fusils des Blancs, c'est les rhumes. En fait, les Blancs leur filaient comme cadeau des couvertures dans lesquelles ils se mouchaient. Et en fait, ces virus-là ont réalisé des véritables génocides chez les Indiens. On pourrait probablement revivre des choses de cet ordre-là, puisque nous allons nous retrouver nous-mêmes sans bouger, hein, ce coup-ci, sans même avoir d'invasion d'autres humains venus d'ailleurs, mais juste avec l'évolution climatique, nous retrouver exposés à des virus sur lesquels il n'y aura pas de parade. Je crois que vous avez une conférence la fois prochaine sur la vaccination. Il faut peut-être lui en parler. Et donc 2025, 2030 par là, probablement la fin de la voiture individuelle. C'est-à-dire que c'est fini, quoi. En fait, c'est un luxe de se déplacer tout seul dans une voiture d'1 tonne ou 2, quoi. C'est pas possible. Mais c'est déjà en cours, vous voyez, les voitures qu'on achète à plusieurs, etc., etc. Et puis c'est là où peut-être pour les optimistes, ça rebascule. C'est que c'est probablement aussi les dernières années du tourisme de masse. Quand je vous disais, allez à l'autre bout du monde, parce qu'il
il faisait chaud l'hiver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'avions, ça veut dire que les avions seront absolument hors de prix par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc on ne pourra plus le faire pour une semaine. Mais peut-être que si on part en voyage 6 mois ou 1 an, peut-être que ça vaudra toujours le coup de se payer un billet d'avion. Peut-être que ça reviendra au prix que c'était avant, il y a déjà quelques dizaines d'années quand on se payait un billet d'avion. Et peut-être que ceux qui voyageront ne seront peut-être plus dans la même optique. Parce que quand on part 1 an découvrir un pays, c'est quand même pas la même chose que quand on part une semaine. Et peut-être que si vous êtes là ce soir à écouter une conférence gesticulée sur un sujet comme celui-ci, c'est que vous aspirez sans doute à ce que ce tourisme de masse s'arrête. Même si vous en profitez un peu, mais il ne faut pas trop le dire. Et puis la baisse des rendements agricoles. Vous voyez la Beauce, le grenier à blé de la France. On disait ça en CM1 quand j'étais à l'école. Bon, aujourd'hui, le grenier à blé de la France, si vous ne lui mettez pas du NPK chimique dessus, il ne produit plus rien du tout. Hein. D'un point de vue scientifique, les agriculteurs qui travaillent sur ces sols doivent considérer ces sols comme de la laine de roche, comme un substrat neutre. Donc il y a des gens qui pestent contre ça, hein, qui nous expliquent que les sols sont morts. Et effectivement, si on n'arrose pas ces sols de produits chimiques, on n'aura rien avant plusieurs dizaines d'années. Nos sols sont morts. Donc sans NPK, on va avoir des problèmes, effectivement, de production alimentaire. On va donc probablement avoir des famines. Vous vous rappelez, en 2008, d'ailleurs, on a vu des émeutes de la faim à Haïti. Vous vous rappelez de ça ? C'était après le pic de pétrole. On voulait compenser la baisse de rendement du pétrole par des agrocarburants. Mais il a bien fallu comprendre tout de suite qu'entre conduire pour nous ou manger pour eux, un choix allait devoir se faire. Bon, je pense que ça va mieux, en tout cas, ils n'ont plus faim, ils n'en parlent plus, en tout cas. Jusqu'à ce qu'un jour, les t-shirts fabriqués à Nantes coûteront moins cher. Pourtant, il n'y en a pas, hein. Il n'y a plus aucune usine textile en France. 0, c'est fini. Coûteront moins cher que les t-shirts fabriqués en Chine. Forcément, ça ne peut pas être viable, ça ne peut pas être rentable économiquement de faire fabriquer des trucs à l'autre bout du monde et de les transporter. C'est pas possible. Il faut vraiment que tout ça soit artificiellement gratuit pour qu'un truc fabriqué à l'autre bout du monde coûte moins cher que s'il était fabriqué dans une usine comme ici. Non ? Bon. Donc il y a un jour, ça va redevenir normal, le monde. Ce qui sera fabriqué là coûtera moins cher que ce qui sera fabriqué à l'autre bout du monde. Ce jour-là, on va avoir du boulot. On aura à peu près chacun 150 postes à pourvoir. Vous voyez le truc ? Donc le chômage, ça sera un délire du monde d'avant, quoi. Hein. Ça fera bien rigoler tout le monde d'être au chômage. On se rappellera le bon vieux temps où on pouvait être au chômage, ça ne sera plus vraiment l'actualité. C'était ce que je lisais dans mes livres, à partir de 1995, quand j'étais en faculté de sciences économiques. Et puis après, j'ai vite pris conscience que j'avais pas beaucoup d'amis avec ma casquette. Je l'ai enlevé. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais pas non plus envie que ce soit vraiment mes amis, ceux qui voulaient devenir vraiment DRH. Alors je me suis réorienté. J'ai fait un IUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle. J'avais tout de suite plus de copains et j'ai pu remettre ma casquette. Et là, j'étais de cette génération un peu, je sais pas, des années 2000, à vouloir réinventer le militantisme. Nous, on n'allait pas faire les conneries de partis politiques et de syndicats comme font tous ces vieux cons qui passent leur dimanche matin à tracter sous la pluie devant des bouches de métro. J'avais le sentiment d'appartenir à cette élite, à cette avant-garde qui allait pouvoir réinventer la politique. Une génération comme ça dans les années 2000. On s'est demandé ce qu'il fallait faire. Alors par exemple, j'ai organisé des visites de supermarchés. C'est-à-dire que j'avais un stand dans la rue, et dessus on mettait les trucs les plus incroyables en vente dans les supermarchés. Donc des gens regardaient ça d'un œil amusé, et on leur expliquait que s'ils le souhaitaient, on leur proposait une visite de supermarché. Oh, ben non, mais j'y vais souvent au supermarché. Ouais, mais à mon avis, tu n'as jamais pris le temps de le visiter. En fait, tu rentres, tu ne fais pas tes courses. Juste, tu regardes le plus dingue, quoi. Et pour ça, on vous propose un jeu. Donc, on réunissait comme ça une vingtaine de personnes dans la rue, et on leur disait, voilà, le supermarché, il est juste là.
On va se donner rendez-vous dans 20 minutes, au rayon fruits et légumes. Parce que c'est le seul rayon où les étagères sont basses, comme ça on peut se parler, on se met en cercle. Dans 20 minutes, au rayon fruits et légumes. D'ici là, je vous demande de trouver 3 produits dans le supermarché. Le packaging le plus hallucinant, le produit le plus inutile et la pire arnaque du magasin. On synchronisait les montres et c'est parti. On rentrait 2 par 2 dans le supermarché pour ne pas faire peur aux vigiles. Je vais y revenir, j'ai toujours une très grande considération pour les vigiles. J'essaye vraiment de penser à eux. Donc de rentrer 2 par 2. Au bout de 20 minutes, on se retrouvait au rayon fruits et légumes. Et puis là, on faisait ça à l'applaudimètre, quoi. Alors, dans la catégorie le produit le plus débile, j'ai trouvé une laisse pour chat. J'ai trouvé des vitamines pour chat, une laisse à lapin, excusez-moi. J'ai trouvé des vitamines pour chat fatigué. J'ai trouvé du désodorisant pour poubelle. Enfin, donc, tous ces trucs incroyables que nous vend la société de consommation. Et le truc qui nous faisait le plus marrer, eh ben, on l'achetait. Alors souvent, au bout d'1 ou 2 minutes, il y avait le vigile, et puis sinon le directeur du magasin qui venait et qui demandait ce qu'on faisait. Alors je lui expliquais qu'on était en train de faire une élection de produits, qu'on était rendu à la pire arnaque du magasin, mais que lui, le connaissant bien, il avait le droit de jouer. On pouvait accepter des produits en retard. Moi, je voulais bien, en tout cas. Alors, il trouvait ça, il n'était pas drôle. Et je voyais bien qu'il avait envie de hurler « Dispersez-vous, consommez en silence !» Mais il ne pouvait pas le faire. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Parce que c'est... on ne peut pas. Alors, il disait « Dépêchez-vous !» En restant les yeux comme ça, en attendant. Bon. Et donc, on finissait notre truc. On demandait aux gens d'aller ranger tous les autres produits. Et on ressortait. Et donc, nous, on achetait les 3 produits élus et on les mettait sur le stand. Le musée des horreurs de la consommation, ça s'appelait. Et c'était avec ça qu'on trouvait les nouveaux. Puis même eux, ils en parlaient à leurs copains. Ah non, mais là, il y a une visite du supermarché. Va voir. Non, mais allez voir. C'est incroyable. Quand vraiment vous avez 20 minutes, tu cherches les trucs les plus débiles. Mais tu redécouvres un univers. C'est vraiment passionnant. Donc c'était très rigolo. Vous voyez, c'est un peu les années Vélorussion, on fait du vélo à poil, les années Jeudi Noir, les années toutes ces opérations militantes festives, spectaculaires et radicales par rapport au militantisme traditionnel. Donc j'ai fait ça. Et puis un jour, il a fallu que je me rende compte à l'évidence. Même si il y a 1/10 de la population, 1/100 de la population qui fait visiter un supermarché aux 99 autres % de la population française, qu'est-ce que ça va changer? On va donc être 100% à savoir que Carrefour vend n'importe quoi, pour ceux qui ne sauraient pas. Et après, ça change quoi? Comment on fait, quoi? Comment on change le monde? En vrai, quoi. Ok, j'ai compris comment il marchait. Mais maintenant, on fait quoi? Bon, j'avais pas que la casquette dans l'attirail. Je fumais aussi des substances illicites, classées au tableau des stupéfiants de 1970. Et à 20 ans, j'étais aussi militant de la légalisation du cannabis, et j'expliquais que le cannabis ne créait absolument aucune dépendance, que c'était un mensonge éhonté du pouvoir, du système. Et puis, 15 ans plus tard, je me suis dit, tiens, et si je fumais pas pour quelques jours, pour voir comment ça marche, quoi, en fait, si c'est vrai. Ce qui m'a donc amené chez un psychiatre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, Anthony Braud a l'intuition que vous êtes tous toxicos au pétrole. Et comme je suis spécialiste de l'addiction, je vais vous expliquer comment on fait pour s'en sortir. C'est simple. Alors, pour lutter contre une toxicomanie, vous allez devoir affronter un parcours en 5 étapes, parfois 6. Je vais d'abord vous nommer ces étapes, puis ensuite je vais vous les expliquer, parce que les noms là, ça va peut-être sans doute pas vous parler. La première étape, la pré-contemplation. Contemplation. La préparation. L'action. L'action, c'est la cure de désintox. 5e étape, la consolidation. Et parfois la 6e, la rechute. « 」 . 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
Pour rendre tout ça concret, je vais prendre appui sur la vie d'Anthony Bro. Je le connais bien, on a beaucoup discuté. La précontemplation, c'est quand on prend conscience qu'un jour, il va falloir arrêter. Un jour, il va falloir arrêter. Pour Anthony Bro, ça se joue par exemple sur sa voiture. Il a bien conscience que c'est la moitié du baril, tout ça, il vous expliquait. Un jour, il n'y aura plus de voiture individuelle. Lui, il a choisi d'habiter dans un petit village où il y a le train qui passe. Un petit train, un village de 1000 habitants, mais il y a un petit train pour aller jusqu'à Rennes. Bon, mais n'empêche qu'il a quand même sa voiture. Et il y a peu, quand il était en couple encore, ils avaient même 2 voitures, alors qu'il y avait le train, vous voyez. C'est pour vous dire que la précontemplation, c'est un jour, mais pas tout de suite, hein. C'est un jour, quoi. Vous voyez ? Ce qui peut paraître insignifiant comme ça. Mais cette étape-là, la première, qu'un jour il faudra s'arrêter, elle est essentielle. Sans ce truc-là, tout le reste ne servira à rien. Ça sera rejeté. Vous allez rejeter le reste si vous n'acceptez pas cette première étape. La contemplation. La contemplation, c'est quand concrètement, on va mesurer le pour et le contre. Si j'arrêtais concrètement, pas un jour dans l'abstrait, si un jour concrètement j'arrête, qu'est-ce que j'aurai comme bienfait et qu'est-ce que ça va poser comme problème? Là, par rapport à l'étape d'avant, on plonge dans le réel et on se pose frontalement les questions. Et se poser frontalement les questions, c'est déjà, dans ce cas-là, pouvoir y répondre. Donc, pour Anthony, ça se joue par exemple sur les toilettes sèches, où il fait une autre conférence gesticulée sur les toilettes sèches, où il explique à quel point c'est nécessaire pour sauver l'eau potable et les sols agricoles. Et là, il voit très bien les avantages d'avoir un toilette sèche chez lui, et il en parle pendant 2 heures dans une conférence gesticulée. Mais il voit aussi les inconvénients. Il fait le plus et le moins. Dans l'autre conférence, il dit que ça pue pas, mais ça pue un peu, des trucs comme ça, vous voyez. Voilà. Et ce qui fait qu'il a mesuré le plus et le moins, mais il n'a rien changé encore. Et on n'est que dans la contemplation. On contemple. Voilà, la pré-contemplation, la contemplation. La préparation. La préparation, c'est juste avant la cure de désintox. Pour Anthony, ça se joue beaucoup sur le consumérisme. Parce qu'en fait, plane dans son truc, un truc autour de la c'est mieux quand on est pauvre et qu'on vit, qu'on n'achète rien, tout ça. En fait, c'est galère, hein, comme tout le monde, hein, c'est tentant tout ça. Hein. Donc il voit bien qu'il y a un travail à faire sur soi. Donc là, il s'est mis à la méditation. Enfin, il s'est mis. Alors qu'en fait, il a aménagé un petit coin méditation. Il a acheté des livres méditation. Il les a mis à côté d'une petite bibliothèque ronde, très jolie, qui était du coin méditation. Et puis il a été faire des stages de méditation. Il est tout prêt, quoi. Mais en fait, c'est chiant, hein, quand même, la méditation. Mais le jour où il faut, eh ben, il est prêt. Vous voyez, c'est prêt. On peut donc attaquer l'action. Pour Anthony, l'action, c'est son régime alimentaire. Parce qu'il y a un truc qu'il ne vous a pas dit d'ailleurs, il a oublié de vous dire. D'ailleurs, je vais le dire à sa place, c'est pas grave. C'est pour vous dire qu'en fait, le monde produit actuellement de quoi nourrir 12 milliards d'humains sur Terre. On n'est que 7 milliards, et il y a même 1 milliard qui ne bouffe pas à sa faim, voire loin de ça. Pourquoi ? Le gaspillage, c'est comme le plastique. En fait, c'est des trucs qu'on voit de nos yeux à nous. Mais quand on regarde du haut de comment ça marche, le problème n'est pas le gaspillage. La viande. Parce que la moitié de la production agricole mondiale, donc de quoi nourrir 6 milliards d'humains, presque autant que tout ce qu'on est, sert à élever du bétail pour que le milliard d'humains le plus riche, dont nous faisons partie, puisse avoir son steak midi et soir. Donc si on devenait végétarien, ben même en Somalie, il pourrait se faire péter le bide et avoir du diabète tout comme nous. Vous voyez, ça serait sympa. Bref, donc Anthony Bro a beau savoir tout ça, son régime n'est pas très végétal, vous voyez. Alors, il a choisi la cure de désintox, l'action. Il s'est mis dans une AMAP. Il n'a peur de rien, le mec. Carrément, il paye à l'avance des légumes, il ne sait même pas lesquels c'est, qui débarquent toutes les semaines, quoi qu'il fasse. Et ça revient comme ça, en abonnement automatique. Une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus. Et là, parce que les paniers, c'est le jeudi, à chaque panier, le compte à rebours s'enclenche. Tu n'as que 7 jours devant toi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. À chaque repas, le panier te regarde et te fait de l'œil. Ah ah, tu t'occupes de moi ou pas ce midi? C'est pas facile. La perle au front, il se demande, mais pourquoi tant de radis noirs?
C'est vrai, même à la Biocoop, ils le cachent un peu, pour pas que ça fasse non plus trop militant, qu'on se rappelle que la bouffe, c'est quand même du plaisir. Eh ben dans les AMAP, ils t'en mettent, mais il a fait 3 AMAP différentes, hein, tout le temps, hein, partout. Hein. Lui, il pense que c'est que ça pousse tout seul, hein, et qu'en fait, les mecs en AMAP, les agriculteurs, tu parles, hein, qui bossent dans les champs. Hein. Ouais. Et les courges, parce que, comme vous, en fait, la première courge en octobre, c'est super. Le petit goût de noisette. Mais la 34e, là, en avril. Oui, non, lui aussi, il a les recettes pour faire des tartes et des gratins. Mais en avril, ça change rien. C'est de la putain de courge orange. Il n'y a rien qui peut rien changer. C'est fini, c'est trop tard. C'est un défi. Renouveler chaque semaine. Parce qu'en plus, il ne faut pas gaspiller tout ça. Justement, le gaspillage, c'est mal quand même. Voyez, hein, bon. On dirait que c'est dur comme ça. C'est vrai. Mais ce n'est pas le plus dur. En fait, pendant la cure de désintox, tellement tout est fait pour que ça soit confortable pour toi de réussir à te passer de viande, que en fait, pendant la cure, plutôt ça va bien. La vraie difficulté, et ça marche pour tous les produits, hein, c'est aussi vrai pour l'héroïne. Pendant la cure, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est la 5e étape. C'est ce qu'on appelle la consolidation. La consolidation, c'est comment je vais pouvoir maintenir après la cure le sevrage. Ça voudrait dire pour Anthony Braud qu'il aille volontairement le mercredi après-midi à la Biocoop prendre du radis noir. Tu vois? Même la map terminée, hein. Tu vois le gouffre. Et là, tu te rends compte qu'en fait, la cure de désintox, c'est facile par rapport à la consolidation. Parce que là, en fait, tu es en route pour la Biocoop, et puis en fait, qu'est-ce qu'il y a avant tous les super... La rechute. La pizza industrielle, le McDo, le kebab. Qui sait? On ne sait jamais. Faut-il blâmer ceux qui rechutent? En tant que psychiatre, je peux vous dire que ça fait partie du circuit normal. Certains peuvent avoir la chance de ne pas avoir besoin d'y passer, et tant mieux pour eux. Mais la rechute, c'est la mise à l'épreuve de cette consolidation, voilà, avec le réel, quoi. Et généralement, c'est un apprentissage. On va tenir un certain temps, et puis craquer. Et quand on craque, on revient où? En précontemplation. La précontemplation, c'est comme Matrix. Une fois que tu as bouffé la pilule rouge, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est trop tard. La contemplation, le pour et le contre, une fois que tu as fait ce calcul dans ta tête, c'est fait. Tu ne peux pas revenir en arrière. La préparation, une fois que tu t'es préparé une fois, il n'y a pas besoin de se préparer beaucoup pour y retourner dans la map. Hein. Donc en fait, quand tu rechutes, tu retournes en cure. Et l'idée, c'est que la consolidation, elle soit un peu plus longue que celle d'avant. Et tant qu'elle est plus longue que celle d'avant, alors ça avance. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que militant écolo, si vous croyez qu'en diffusant des films positifs pour que les gens changent de comportement, comme par exemple Nos enfants nous accuseront, Le cauchemar de Darwin ou Le syndrome du Titanic, les gens vont venir, les non convaincus, ceux que vous essayez de toucher, j'imagine, dans vos conférences ou dans vos actions militantes, et vont, une fois vu ce film, venir « Ah, mais je n'avais pas compris. En fait, le monde est injuste et je pollue. En fait, demain, je vais m'acheter un vélo en bois. C'est parce que je n'avais pas compris. » Vous voyez, ce truc. C'est-à-dire que les gens vont passer de la pré-contemplation à la consolidation en ayant vu un film obscur et catastrophiste. Je crois qu'en tant que psychiatre, ce n'est pas une bonne piste. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous feriez quoi, vous, alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est 19h55, l'idée, c'est que je finisse à 20h30. Je vais faire le deuxième petit break avant mes conclusions. Et pour que vous sachiez à quoi vous attendre, vous préparez pour vous-même. Voilà le petit jeu que je vous propose. Normalement, même, je demande aux gens de se classer par revenu. On n'est pas obligé de le faire. Vous voulez le faire? Bah ouais, c'est rigolo, surtout pour les pauvres. Alors, les plus pauvres, vous allez venir devant, au premier rang. Eh bien oui, mais justement, je vais vous dire après. Donc les plus pauvres, vous allez venir devant au premier rang. Les plus riches, vous allez vous mettre derrière. Je ne sais pas comment on calcule ça. Ce que je vous propose, c'est de prendre tout ce qui vous rentre par mois. Tout. C'est-à-dire les salaires, la CAF, le black, le deal de shit, tout. Vous voyez, il faut tout prendre en compte, parce que là, on compte sur c'est comment on va vivre, quoi. Hein, donc tout compte. Voilà.
Sans doute, cet argent-là, il faut le diviser par le nombre de personnes dans le foyer. Donc, il faudrait connaître combien gagne son conjoint, sa conjointe, les enfants, tout ça, j'en sais rien. Bref, ça étant dit, ça vous fait à peu près combien d'argent? On pourrait dire que moins de 500 €, ça va être au premier rang. Et si vous êtes trop nombreux au premier rang, discutez entre vous, puis vous voyez bien qui c'est qui est le plus pauvre. Hein. Et puis comme ça, on fait comme ça. On pourrait mettre à peu près des trucs de 100 €, quoi, ou 200 €. Là, en moins de 500, là, jusqu'à 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1500, jusqu'à 2000. Ou peut-être vous êtes riche et il faut faire 800, 1002, 1006, 2000, 2005, un truc comme ça. Je vous donne les consignes, après vous le faites. Non, parce que justement, ça change. C'est que là, moi, comme c'est un truc de gauche, les pauvres, ils seront installés au premier rang et les riches seront au fond derrière. Tu vois, c'est pour ça que c'est de gauche. Voilà. Ensuite, mais le problème, c'est que les riches, souvent, ils sont vieux, ils entendent mal. Mais ça, c'est bon, je sais pas, tant pis. Quand vous aurez fait ça, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, je m'en fous en fait, c'est pas très grave. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. En tout cas, l'idée, c'est de se retrouver avec des gens qui ont à peu près les mêmes revenus que vous. Et en plus que vous ne connaissez pas. Parce que l'argent, c'est tabou. Et ceux qui s'en sortiront, je pense, c'est ceux qui vont oser parler de leurs besoins, tout ça. Donc d'oser parler de combien je gagne et de combien je dépense et tout ça, c'est intéressant. Quand vous serez avec des gens que vous ne connaissez pas et qui gagnent autant que vous, le défi que je vous propose, c'est que d'ici 5 à 10 ans, vous gagnerez 300 à 500 €, disons 300 pour pas que ce soit trop violent, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas la collapsologie, alors on y va doucement. Disons 300 € de moins qu'aujourd'hui en travaillant autant. Alors, vous vivez tout pareil, mais comme le ketchup il coûte plus cher, vous avez vu. Hein. Bon, donc vous avez 300 € de moins. En fait, c'est pas comme ça que ça va se passer, mais comme tout va coûter plus cher, ça revient à peu près au même. Vous avez 300 € de moins par mois, comment vous faites? Alors, en vrai, de manière concrète, sur quoi vous économisez et comment? Vous économisez 300 €, moi j'arrête de fumer. Ok, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est crédible? J'habite dans un truc plus petit. Ok, mais est-ce que c'est crédible? Est-ce que vraiment tu te vois habiter dans un T1 avec tes 2 mômes? Est-ce que c'est crédible? Voilà. Comment vous faites? Et là, si vous pouvez répondre à cette question, je pense pour vous, ça va. Voilà. Donc, il est 19h58. Pour les autres, justement, j'y viens après. En fait, on va faire en 2 temps, parce que la collapsologie, ça crée de l'angoisse sur comment je vais m'en sortir moi. Puisqu'on a chacun l'impression que les gens, c'est des cons, mais que moi, je suis malin. Et que moi, je viens au lieu unique à 18h30 pour savoir ce qu'il faudra faire pour être dans les malins. Voilà. Donc là, c'est pour voir comment vous faites vous, puisque vous êtes malin. Et puis après, je vais vous dire un peu ce que j'en pense de la collapsologie en général dans mes conclusions. Ça vous va? Il faut un petit break, je parle trop là, non? Non, bon. 19h59, je vous laisse 10 minutes pour discuter de comment vous faites. Je reprends dans 10 minutes pour les conclusions. À tout de suite. Parfois, ce petit jeu, je le fais sur un atelier qui dure 2 ou 3 heures même. Et puis, on décortique ce qui se passe. Là, je vais pas prendre le temps de le faire. Donc, je vous dis juste ce qui se passe en général pour gagner du temps. En général, dans le fond, les gens, ils épargnent moins tous les mois, quoi. Hein, voilà, hein, c'est pas si compliqué que ça, finalement, en fait. L'effondrement, c'est pas un si gros problème. Et puis, derrière, si on se rapproche un petit peu, on a des personnes qui vont devoir faire avec leurs copains ce qu'avant ils pouvaient faire seuls. Et si on se rapproche un peu, on va avoir des gens qui vont devoir utiliser les services publics là où avant ils faisaient avec leurs copains. Et si on se rapproche encore un peu, on va se trouver avec des gens qui vont devoir faire avec leurs voisins ce qu'avant ils faisaient avec leurs copains. Et en fait, on ne choisit pas ses voisins. Et puis, si on se rapproche un peu, des fois tout ça se mélange un petit peu, ça dépend des zones, hein, ça dépend des... Voilà. Et si on se rapproche un peu, au bout d'un moment, il faut juste réduire ses besoins. Et puis, quand on arrive devant, en fait, c'est réduire les trucs des autres qu'il va falloir s'occuper si on veut survivre.
Et généralement, c'est pratique, puisqu'au milieu de la salle, il y a des gens qui vont se mettre à tout mettre en commun avec leurs voisins. Ils vont faire des habitats groupés, mettre là en commun la machine à laver, l'ordinateur, tout ça. Et ceux de devant, bah, c'est super, on aura un seul truc à braquer en même temps, qui sera a priori ouvert avec la clé sous la pierre, tu vois, à l'entrée. Donc on sent qu'on va vers une complémentarité, quoi, une sorte de convergence des luttes, vous voyez. Voilà. Mais surtout, l'intérêt, c'est que, pour moi, ce que ça montre, c'est que si on peut partager les mêmes idées, en fait, en termes de que faire, ou en termes d'engagement, c'est beaucoup plus lié, dans ce que je remarque depuis 10-15 ans que je travaille sur ce sujet, à sa condition sociale, à son capital économique et culturel, qu'aux idées qu'on peut avoir sur l'effondrement ou pas. Et que ça va prendre de multiples visages. C'est-à-dire qu'avec la même crise énergétique ou la même montée du prix du pétrole, on a une catégorie qui va vouloir défendre les services publics, quand d'autres vont défendre plutôt la résilience de groupes de copains, quand d'autres vont défendre la gratuité, quand d'autres vont défendre l'épargne solidaire, tout au bout. Alors même qu'ils ont les mêmes valeurs et le même regard lucide, collapsologique sur la société. Et c'est plutôt ça que ce sur quoi j'ai envie de mettre l'accent dans ces conclusions-là. C'est-à-dire que l'idée de la collapsologie, je ne sais pas vraiment si c'est une science, en tout cas l'idée, c'est de s'attacher à déconstruire l'imaginaire que nous avons autour de l'effondrement. Le déconstruire parce que cet imaginaire, il est beaucoup construit par Hollywood, par la télé, par les multinationales et par le capitalisme, mais aussi par le patriarcat, par tout un tas de trucs qu'on voudrait bien dézinguer si vous êtes encore là ce soir, après 1h45 de conférence. Mais évidemment qu'on a beau se définir collapsologue ou lire des bouquins de Pablo Servigne, ça ne nous émancipe pas directement et pour autant dans le même geste du patriarcat, du capitalisme, du racisme et de tout un tas d'autres trucs en isme. Et donc on est rattrapé par ça. Et je crois que la collapsologie, elle est aussi rattrapée par les démons qu'elle prétend combattre. Et l'exercice que je viens de vous faire aussi, il est centré sur soi. La collapsologie, elle a pour point de départ l'effondrement d'une société industrielle. Et le réflexe, en tout cas le mien, ça a été de penser à moi d'abord. Comment moi, je m'en sortir là-dedans. Alors c'est vrai que dans les films d'Hollywood, le héros, il ne cherche pas à sauver l'univers. Enfin si, il sauve l'univers, mais ça passe par lui, tout ça. Bon. J'ai quand même l'impression que dans la collapsologie, il y a différentes dérives. Je vous les nomme là. La collapsologie en tant que telle, les bouquins ne disent pas ça. Mais ce courant de pensée pousse quand même là-dedans. Là-dedans, dans quoi? La collapsologie, elle amène une vision de l'avenir qui serait pro-rural, par exemple. Pour s'en sortir, il faut être à la campagne. La collapsologie, elle propose un imaginaire antisocial. En fait, pour s'en sortir, il faut faire un écolieu résilient avec ses potes ingénieurs repentis. C'est sans doute plus efficace de faire ça que d'aller filer à bouffer à des migrants. Comme ça, au feeling. J'ai l'impression que ça fait ça, la collapsologie. Voilà. La collapsologie, elle entraîne une vision d'un effondrement court terme, violent, brutal et pour demain. Voilà. Et pourtant, la collapsologie dit l'inverse de tout ça. Justement, d'un point de vue scientifique, parce qu'en fait, la collapsologie, elle vise à rassembler des études, des recherches universitaires, pour ne pas dire sérieuses, qui ont été faites dans des situations de crise, pour voir ce qui se passe. Pour vous donner des trucs pareils à la volée. Le fait de croire qu'en rural, à la campagne, on s'en sortira mieux qu'en ville. Moi, je pense que si on reçoit des wagons de riz ou de je ne sais pas quelle céréale pour bouffer l'hiver, parce qu'il y a un hiver rigoureux, des récoltes qui vont se casser la gueule à cause du réchauffement climatique, j'ai l'impression, moi j'habite à Saint-Germain-sur-Île, village de 1000 habitants, à 20 km de Rennes. J'ai l'intuition que les Rennais se serviront d'abord, avant les Germinois. Alors on pourrait essayer de se battre et d'attaquer les trains sur le passage, vous voyez, ce qui nous met dans une autre époque. Mais moi j'ai l'impression que que la nourriture et la distribution de nourriture, la prise en charge étatique, sociale, de la nourriture, si vraiment on en venait à des conditions de famine, pour prendre des cas extrêmes, je pense que les centres-villes seraient d'abord ravitaillés avant les hameaux isolés dans les campagnes. Il suffit de le dire pour que ça sonne comme du bon sens, vous voyez. Donc je ne pense pas du tout
que les campagnes soient à l'abri de famine, alors que les villes y seraient exposées. Donc la vision de croire que des hordes d'affamés vont déferler des villes dans les campagnes, c'est peu probable. C'est quand même peu probable. Le fait que ça soit court terme, c'est peu probable aussi. Même si le peloton tendudé s'arrête, probablement, et là je pense que la collapsologie, c'est aussi une surface de projection de nos fantasmes, de nos craintes, donc famine, épidémie, mais aussi de nos fantasmes, de nos désirs. Voilà. Et donc, malheureusement, notre génération va devoir vivre dans les restes du monde industriel. C'est-à-dire que même si le modèle industriel se casse la gueule, on ne va pas se retrouver dans la belle verte d'ici 10 ans. Hein. Ce n'est pas ça qui va se passer, en fait. Probablement qu'on va, comme en Afrique, même s'il n'y a plus de voitures neuves, parce que les constructeurs automobiles se cassent la gueule, on en a bien pour 30 ou 40 ans à réparer, comme en Afrique, nos bagnoles comme on peut, quoi. Donc on ne va pas se retrouver comme avec des charrettes, avec une marguerite dans la bouche, à échanger avec nos voisins sur je ne sais pas quoi, les légumineuses si elles poussent bien. C'est pas ça qui va se passer, en fait. On va retaper nos bagnoles et continuer à les bosser comme des cons à 40 bornes de là où on bosse. Probablement. Mais tout ça va se déliter, mais petit à petit. Dans ce délitement, je pense que ceux qui seront à la campagne vont avoir besoin d'à peu près tout, sauf de ce qu'ils vont produire par eux-mêmes. Et si tu es cordonnier, tu t'installes dans un hameau isolé où personne ne peut venir te voir, ou tu te mets dans le bourg. Les artisans, ils se mettaient dans le bourg, en fait. Hein. Donc, en fait, quand tu es dans la campagne, il va falloir que tu y ailles à la ville et que tu galères pour aller à la ville à chaque fois que tu veux quoi que ce soit d'autre, à part des pommes, parce que tu habites en Bretagne, de toute façon, tu fais des pommes. Eh bien, je pense que ça va être galère, la vie à la campagne, vous voyez ? Ça va être galère. Si les salaires ne sont plus payés, combien de temps les ingénieurs non repentis des centrales nucléaires vont continuer à aller bosser, sachant que l'argent ne rentre plus et que leurs gamins n'ont plus rien à bouffer? Scénario catastrophe. Je ne sais pas s'il est réaliste. Mais ce que je veux vous dire avec ça, c'est s'ils abandonnent leur poste et que les centrales sont à l'abandon, le moment où ça pète, pour savoir si vous êtes touché ou pas, ça dépend du sens du vent au moment où ça pète. Voilà comment marche le nucléaire. Vous avez un super site internet, vous pouvez taper la force du vent et la centrale, puis vous voyez ce que ça donne, quoi. Ça fait des taches, c'est joli, à différents endroits. Donc votre écolieu résilient, c'est super, hein. Il faut faire des écolieux résilients, hein. Vive les ingénieurs repentis qui nous font connaître toutes ces alternatives concrètes. Juste, n'oubliez pas de laisser la porte ouverte. Parce qu'en fait, on ne peut pas complètement savoir de quel côté de la porte on sera, en fait. En fait, c'est peut-être nous les migrants du monde de demain. Donc je ne suis pas en train de dire que les écolieux résilients sont des initiatives individualistes et égoïstes, mais elles le sont si la porte reste fermée, oui, je crois. Et peut-être que ces gens qui s'enferment à vouloir survivre entre eux, entre ingénieurs repentis, se destinent à probablement galérer dans leurs échanges avec la ville. Si l'idée c'est d'arnaquer les urbains pour essayer d'en retirer un maximum de profit pour que notre écolieu puisse continuer à tenir, si c'est ça l'idée, qui est souvent inconscient, c'est pas dit comme ça, hein, ces gens-là sont très éduqués, hein, ils ne penseraient pas des aberrations pareilles, voyons. À quoi on joue? Souvent, quand on pense que l'absologie, on pense aussi à des choses très concrètes. Il faudrait savoir construire une baraque, il faudrait savoir faire de la permaculture, il faudrait savoir fabriquer des vêtements, il faudrait savoir donc tondre des animaux, en fait, il faut couper du bois. Voilà. Toute tâche, je dirais masculine. Y a-t-il un lien avec le fait que ces collapsologues soient pour la plupart des hommes? Je ne sais pas, mais j'hésite. En tout cas, c'est l'idée, c'est de faire partie des survivants dans un monde, même en prenant toutes ces catastrophes au sérieux, où les millions de gens les plus faibles, parce qu'ils seraient trop vieux, ou trop malades, ou trop chômeurs, ou trop enfants, ou pas assez blancs, ou trop femmes, ou je sais pas quoi, sont condamnés. Je n'ai aucune envie de faire partie de cette bande d'eugénistes, d'ingénieurs blonds repentis, mais aucune. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont peu de chance dans ce monde-là. Donc je crois qu'il faut simultanément accepter que l'effondrement est en cours, mais qu'il va être très long, qu'il ne va pas mettre fin ni à la ville, ni à l'industrie avant au moins un siècle, entièrement, quoi, pour que tout ça, pour qu'on bascule vraiment dans autre chose. Même si ce monde-là est déjà en route, en même temps, on va continuer dans un monde comme ça pendant encore au moins un siècle. Il va falloir lutter contre l'essentialisme. Quand je dis que ce sont des tâches masculines, c'est-à-dire que ce qui est jamais nommé dans la collapsologie,
c'est tout ce temps de soin, de prendre soin des vieux, des malades, des chômeurs, des enfants, de toutes ces catégories-là. Ce temps-là, tant mieux, on en aura plus si on arrête de passer des heures comme des cons dans notre bagnole pour aller faire des boulots stupides d'assurance ou publicitaire. Tant mieux, on aura peut-être plus de temps à consacrer aux soins. Mais c'est bizarre parce que c'est jamais ça qui est dit par ces hommes blancs collapsologues. Pourtant, ce temps de soin, lui, ne sera pas compressible, avec ou sans pétrole, pour le coup. S'occuper d'une personne âgée, lui donner de la présence, vérifier qu'elle va bien, c'est 5 minutes qu'on voudrait faire facturer au facteur. Ce temps-là, lui, il n'est pas compressible. Et je crois que ce qui se joue, c'est pas d'avoir à bouffer. Parce que si on accepte de bouffer ce qu'il y a de quoi nourrir 12 milliards d'humains sur Terre. Donc si vous acceptez de bouffer ce qu'il y a, des topinambours, du cassoulet en boîte qui vient de Russie, si vous acceptez de bouffer ce qu'il y aura à manger en fait. La question, c'est pas de sauver sa gueule ou de nourrir ses mômes, c'est de sauver l'humanisme. C'est de sauver la capacité à prendre soin des autres et à avoir attention aux autres, à faire attention aux autres. Et la collapsologie, alors même qu'elle essaye d'éveiller des consciences pour aller dans ce sens-là, il me semble avoir la mode actuelle provoque plus ou moins le contraire. À comprendre ce qu'il faut faire pour faire partie des malins. Et vu comme ça, je doute. Je ne suis même pas sûr qu'il faille continuer à diffuser ces messages-là, parce qu'ils, malgré moi, malgré nous, malgré tout le monde, ils mettent l'accent sur une vision angoissée et auto-centrée de l'avenir. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'on va tous mourir? C'est vraiment nouveau? Que le monde va mal? C'est vraiment nouveau? Qu'on est peut-être plus épanoui en partageant des richesses? C'est vraiment nouveau? Je crois qu'au final, ce que la collapsologie, elle m'a apporté, c'est de me reposer des questions, je dirais, philosophiquement. C'est quoi vivre? Ça sert à quoi la vie, en fait? Qu'est-ce qu'on fout là? Je crois que ça s'est posé à moi plus crûment. Et j'ai peut-être pas beaucoup de ressources, de choses sur quoi m'appuyer, qui peuvent me donner l'espoir que c'est en m'occupant des autres qui vont s'occuper de moi et que c'est en hébergeant des migrants qu'en fait, dans 15 ans, le monde sera un peu mieux et que sans doute mes enfants seront plus heureux dedans. C'est bizarre, c'est pas simple. Pourtant, je crois qu'il y a un truc là-dedans. Voilà. Moi, la collapsologie, elle m'a apporté ça. Elle m'a redonné le goût d'une existence philosophique. Mais ça aussi, c'est pas nouveau. Hein. Je crois qu'en fait, les philosophes qu'on étudie quand on parle de ça, c'était avant l'effondrement, enfin avant qu'on parle de tout ça, quelques milliers d'années, quoi. Les Grecs et les Romains. Donc oui, ça me donne envie de me poser ces questions-là. Si ça fait autre chose, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je ne sais pas trop. Et je voudrais conclure par une anecdote. C'est que pour savoir comment changer le monde, j'étais allé au camp Action Climat. C'est un endroit où c'était le but du jeu, quoi, changer le monde concrètement, maintenant, ici, maintenant, quoi. Donc j'y suis allé. Alors c'était fait par des militants d'Action Directe Non Violente. Vous voyez le genre à s'enchaîner sur les voies de chemin de fer pour empêcher les trains de déchets nucléaires de passer, quoi. Alors moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. J'ai toujours été le plus petit de ma classe depuis le CP. Hein. Donc j'ai compris en CP qu'il valait mieux parler que de se battre, et que c'était comme ça que j'allais m'en sortir. Et encore aujourd'hui, même les gilets jaunes, je ne me mets pas au premier rang. Enfin, vous voyez, je suis un peu à l'abri non plus d'une connerie, quoi. Donc je me suis jamais battu. Donc en arrivant là-bas, je ne faisais pas vraiment le fier, parce que je me sens pas très courageuse d'un point de vue physique. Et en plus, j'ai une tante quechua. Et là, j'avais hyper honte, quoi. Je ne savais pas trop ce qu'ils allaient avoir en arrivant dans ce sorte de festival. J'avais peur qu'ils aient des tentes en Podiac bio, quoi. Un truc comme ça, quoi. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, un militant d'Action Directe radicale. Et je suis arrivé là-bas et il y avait 450 tantes quechua. Donc, je me dis, soit il n'y a aucun activiste là-dedans, soit en fait, tiens, ils vont aussi chez Decathlon. Et là, il y avait un grand planning vierge. Ça, c'était le contenu de ce qu'on avait à faire. C'était n'importe qui peut proposer n'importe quoi, n'importe quand. C'est l'autogestion, tout ça, c'est super. Et là, c'est vrai que dans ce qui était proposé, ça n'avait rien à voir avec ce que je faisais dans l'éducation populaire. Moi, j'étais sur réfléchir au droit, réfléchir à l'égalité, à des concepts d'intello, quoi. Là, les ateliers proposés, c'était comment résister aux gaz lacrymaux,
quels sont vos droits en garde à vue. Enfin, et c'est vrai que ces points-là, je n'avais pas pensé les aborder dans mes réunions à attaque ou, tu vois, ou des trucs comme ça. On avait zappé dans l'ordre du... C'est vrai que les ordres du jour sont chargés aussi, on ne peut pas tout faire. Alors, là, tout de suite, j'étais dans un autre monde, quoi. Et après, l'idée, c'était qu'il fallait... Donc ça, c'était les cours officiels, là, la journée. Et après, l'idée, c'était de faire des actions directes non violentes, mais avec des groupes d'affinités. Et ça, c'était pas au programme officiel, parce qu'il y avait une parano, qu'il y avait des flics infiltrés, et qu'il fallait pas qu'ils puissent nous rejoindre. Mais comme l'idée, c'était quand même que tout le monde fasse de ça, il fallait se coopter entre nous. En fait, on se cachait derrière des tentes pour faire des réunions, et il fallait espérer être coopté par un groupe pour faire une action directe, quoi. Et ça m'a rappelé l'école primaire, parce que j'étais en foot, j'ai fait un an de foot en CE2, j'étais arrière-gauche remplaçant, pour vous donner une idée du... Alors, dans le foot, en niveau, c'est le plus bas. Hein. Et j'ai marqué un seul but, c'était contre mon camp, parce qu'il y avait des grands qui arrivaient, j'ai hyper peur, j'ai fait une passe hyper fort à mon gardien, et j'ai marqué un but. Et là, quand on faisait des équipes, dans la cour de récré, non, pas moi, hein, mais il y avait les forts, ils se mettaient face à face, et ils faisaient chou, fleur, chou, rappelez ça, chou, fleur, chou, fleur, chou, fleur. Et après, celui qui marche sur l'autre, c'est lui qui choisit en premier. Donc là, ils choisissent les bons, et à la fin, il restait moi puis les filles. Et là, on se les répartissait 2 par 2, 3 par 3. Ils faisaient même plus, oh, on s'en fout, on joue, tu sais, vous voyez, ce genre de truc. Et ben là, ça faisait un peu pareil. Tu avais les militants activistes qui étaient déjà entre eux en équipe chou-fleur composée, et il restait les filles. Donc les filles dans l'action directe non violente, c'est des gens qui ont fait des études. Ça change les repères hein, d'un coup. Hein, c'est vrai. Non, c'est pas vrai ce que j'ai dit un peu. Mais c'est pas habituel souvent. En tout cas, c'était flippant. Je disais, mais peut-être je vais même pas faire d'action directe. Quoi. Je vais être comme un naze au milieu, bande touche, quoi. Tu vois. Et ils m'ont coopté. Alors là, j'avais pas peur. Hein. Je dis, ah ouais, non, moi j'ai pas peur. Hein. Mais en fait, si, j'avais peur quand même. Mais c'est fait exprès. Dans l'action directe non violente, on croit comme ça que c'est des gens qui n'ont pas peur. En fait, c'est pas du tout. C'est juste qu'il y a plein de choses qui sont faites pour prendre en compte ces peurs-là. Par exemple, il y a un avocat, il est là tout le camp, 7 jours sur 7. Tu peux aller le voir pour savoir ce que tu risques. Et en fait, évidemment que devant les copains activistes, tu dis que tu n'as pas peur, mais en vrai, tu as envie de savoir si en fait, je sais pas quoi avec ta sœur pour l'héritage, ou si ça peut changer quelque chose, ou des trucs que tu n'oses pas dire à tes copains, tu vois, qu'en fait, tu as des... Et il y a aussi un médecin, parce que tu dis aussi que tu n'as pas peur quand même quand tu vas là-dedans, ou tu n'oses pas trop le dire. Mais en fait, comme tu as eu une vieille entorse mal soignée, et qu'en fait, si le flic, tu as envie de savoir, même si tu n'oses pas le dire, et bien en fait, il faut pouvoir le dire, parce que ces peurs-là, ce sont en fait, aussi ridicules soient-elles, le genre de trucs qui peuvent t'empêcher d'agir en fait. Parce que tu ne sais pas bien à quel endroit tu vas pouvoir confier ce genre de fragilité, et tu n'es pas encore moins sûr que ça va être pris au sérieux et entendu correctement pour que ça puisse effectivement te permettre que ça soit pris en compte pour le faire, quoi. Et donc là, le médecin, l'avocat, etc., ils sont disponibles 24/24, 7 jours sur 7. Le temps du camp Action Climat, quoi. Donc j'ai pu aller là-bas, tout ça, et on met notre stratégie au point. On va investir un supermarché Carrefour avec 10 caisses. On va rentrer 2 par 2 dans le supermarché pour ne pas faire peur aux vigiles. C'est important de faire gaffe aux vigiles. On va se laisser 20 minutes, montre en main. Mais on ne va pas prendre 3 produits ce coup-ci. On va rentrer avec un caddie et on va le remplir, le putain de caddie. Et on va le remplir d'abord avec les produits bio, parce qu'on a une éthique quand même. On vole, mais du bio. Et en fait, justement, on ne vole pas. Au moment prévu, on a chacun rendez-vous devant une caisse différente. On est 2 par caddie, il y a 10 caisses, on est 20 personnes, on arrive tous aux caisses simultanément. Et chacun, simultanément, informons notre caissière qu'on lui propose de sortir gratuitement avec le contenu de notre caddie, qu'on avait regardé les bénéfices de Carrefour et qu'on trouvait que ça allait. Et puis que de toute façon, il faut se mettre d'accord, quoi. Mais à partir du 20 du mois, soit tu enlèves les pubs à la télé, parce que de toute façon les gens ils n'ont plus de thunes, soit tu laisses les pubs, mais tu baisses le prix des produits ou tu laisses les gens se servir, parce que sinon c'est dégueulasse comme système, vous voyez. Et en plus, à chaque fois qu'il y a un poste de créé en supermarché, c'est 4 postes de détruits à l'extérieur. Alors si on se fait chier à mettre nos pubs, c'est juste parce que c'est vous qui avez pris notre boulot, en fait, face à les supermarchés. Enfin vous, monsieur Carrefour, hein, pas la caissière. Alors bah oui. Et là, puis on a dit, mais sinon, vous appelez le directeur, hein, si vous ne sentez pas l'autonomie de faire ça. Hein. Donc là, les 10 caissières ont appelé le directeur en même temps. Il est venu en environ 1 seconde 17 centièmes, le mec. Donc il nous a demandé ce qu'on faisait, donc on lui réexplique le topo. Et là, il a fermé les grilles
du Carrefour et il a appelé les flics. Ça veut dire qu'ils nous ont enfermés avec les vrais clients, disons. Alors, on lui a dit que c'était dégueulasse, ils n'y pouvaient rien, eux. Nous, on avait choisi ça, mais eux... Alors, eux, ils étaient d'accord aussi qu'ils n'y pouvaient rien. Alors, du coup, comme on était enfermés, on s'y met à discuter. La caissière, nous, les clients, on parlait de la pub, du chômage. Ils étaient d'accord, en fait, plutôt, que d'arrêter les pubs ou mettre les produits gratuits à partir du 15 du mois. Des trucs... Ils étaient hyper d'accord, qu'on était gentils, qu'en fait, effectivement, Carrefour n'allait pas fermer, en fait, si on passait avec les cartes. Ils étaient d'accord aussi, ils étaient d'accord. Et là, les flics sont arrivés. Et les flics, ils sont rentrés dans le magasin, par la porte, à côté, et puis ils ont demandé où étaient les voleurs. Et là, le directeur, il a dit « aux caisses ». Alors nous, on discutait tranquille, quoi, avec les caissières, c'était sympa, en fait. Et on devait ouvrir des trucs, déjà, on c'était apéro, quoi. Et là, les flics, ils ont eu un moment de doute. Ils ont dit, ils sont aux caisses, mais ils ont volé quoi? Alors là, le directeur, il rentre en furie. Mais rien, mais ils veulent voler! Et là, il s'est fait engueuler, le directeur, par les flics. Il dit, non mais quand même, monsieur, c'est pas sérieux. Vous voulez pas qu'on vienne ici discuter avec vos clients alors qu'ils n'ont rien volé, qu'on n'a rien à leur reprocher? Mais quand même, vous voulez qu'on fasse quoi? Que je fasse venir 3-4 garnisons pour embarquer des mecs qui n'ont rien fait? Non mais monsieur, quand même, prenez vos responsabilités. Ça c'est vrai, monsieur, prenez vos responsabilités, qu'on lui disait de toutes les caisses en même temps. Et nous, on avait étudié, parce qu'en fait, dans la grande consommation, le chiffre d'affaires, ça se calcule à la minute. C'est pas à la journée ou au mois, hein. Ça c'est à la minute, le chiffre d'affaires. Et donc, on sait qui connaît son chiffre d'affaires à la minute. Et là, il s'est quand même rendu compte que c'était lui-même qui bloquait son magasin tout seul. Hein. On n'a rien demandé. Hein. Depuis hyper longtemps. Hein. Ça faisait 37 minutes, quoi. Le mec, des fois, on lui disait hey, « monsieur, ça fait 37 fois méchant de chiffre d'affaires. » C'est vous qui voyez. Hein. Et là, il a demandé aux caissières de tout scanner quand même et qu'on se casse avec. Alors on a pris nos sacs et on est passé entre les vigiles et les flics. On a dit bonjour, bonne journée, au revoir, merci, bonjour, au revoir, merci. Et on est sorti avec nos sacs Carrefour. J'ai pris mon vrai sac qui a vraiment fait cette opération-là, mais en fait, c'est plus celui-là. Il a craqué, j'ai fait sans date. En fait, dans une conférence gesticulée, tout est vrai, même quand ça ne me sert pas. Donc j'en ai pris un autre qui n'a rien à voir avec cette opération. Mais c'était le même sac, exactement le même sac. Donc j'avais un sac comme ça, plein de bouffe. Et après, on allait au milieu de la cité, c'était dans une cité, c'était au Havre. Et on hurlait comme ça, mesdames, messieurs, venez vous servir, tout est offert par Carrefour, il suffit de demander gentiment. Parce qu'en fait, si on résume l'opération, tu rentres dans le magasin, tu remplis ton caddie, tu vas à la caisse, tu demandes si tu peux sortir, tu attends 20 minutes et puis tu sors. En fait. Ça va. Et moi, qui ai grandi dans une cité, hein, je pensais que les gens, ils n'allaient pas du tout vouloir. Qu'ils allaient trouver que c'était n'importe quoi, que c'est pas bien. Quel exemple pour la jeunesse. Ah bah c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Allez travailler, bande de feignants. En fait, je m'attendais plutôt à ça. C'est fou, hein. Bah pas du tout. Hein. Mais pas du tout. Hein. Et moi qui faisais que des débats intello, alors que je trouvais qu'ils devaient venir, ils n'y venaient pas. Et là, en fait, c'est eux qui trouvaient qu'ils devaient y venir, en fait. Ils ont dit, mais alors ça, quand vous le refaites, vous m'appelez, je viens avec vous. Hein. En fait, en vrai, je ne sais pas s'ils seraient revenus. Je pense à les arranger, qu'ils avaient juste à se servir, mais ils ont dit qu'ils reviendraient. Ben moi, après mes débats sur l'éducation populaire, ils ne disent pas souvent ça. Ou sinon, c'est de la politesse qui vont revenir, en fait. C'est étonnant, quand même. Donc, ils ont tout pris ce qu'on avait, et ils trouvaient ça génial. Bon, sauf le radis noir, hein, d'accord? Et là, j'ai repensé à la fable du colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri de Pierre Rabhi. C'est la forêt qui est en feu, et le petit colibri, il passe avec une goutte d'eau dans son bec, et il le met ça au-dessus de la forêt, puis il revient, et il y en a un, je ne sais plus lequel, qui lui dit « Oh, ben petit colibri, tu vas pas y arriver avec ton petit bec et ta petite goutte d'eau !» Et le petit colibri dit « Oui, mais moi, je fais ma part. » Et moi, quand j'ai écouté ce conte, j'ai trouvé qu'il c'était con comme comportement du petit colibri, que ça servait à rien, et qu'il n'allait pas y arriver. Et en fait, la vraie histoire du colibri, le colibri, il meurt d'épuisement, dis donc. Comme quoi, ça marche pas. Hein. C'est quand même bizarre de monter un mouvement sur un machin qui marche pas, quoi. C'est bizarre comme mythe. Bon. Mais n'empêche, si on veut que ça change le monde,
il va bien falloir ça vienne de quelque part, quoi. Enfin, il faut bien que ça vienne de quelqu'un, de soi. Enfin, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent leur part. Parce que sinon, si on attend toujours que ça soit les autres, ça ne va jamais marcher. Alors, c'est quoi qui déconne dans ce conte? S'il faut faire sa part, mais qu'en fait, c'est naze comme stratégie. Et là, j'ai compris que le petit colibri, il fait sa part, mais tout seul, sans rien demander aux autres. C'est pour ça qu'il est con. Parce qu'en fait, si on s'organise comme ça, eh ben, sans doute, ça pourrait marcher. Et que c'est ça qui manque. Et je repensais à ça, parce qu'en fait, quand j'étais avec mon sac où il n'y avait plus que du radis noir dedans, on a mangé du radis noir ce soir-là, Connexion Climat, j'étais dégoûté, il ne restait plus que le slogan qui est écrit au dos de ce sac Carrefour. Connaissez-vous le slogan de Carrefour, bande d'intellos? Hein? Vous ne viendrez plus chez nous par hasard, c'est total. Irrécupérable. Non mais laisse tomber, tu manges des graines toi, je suis sûr. Hein. Bah ouais, c'est ça. Avec Carrefour, je positif. Voilà, à chaque fois on me dit ça avec Carrefour, je positif. Ça fait 15 ans qu'ils ont changé de slogan, man. 15 ans, hein. Depuis 2004, ils ont arrêté. Hein. Bah ouais, je sais. Hein. Non mais c'est ça le problème. Hein. Ouais, c'est vraiment, ça va pas du tout. Hein. Bon, ce que j'allais vous dire, c'est une référence facile, quoi. C'est quand même, pour la retrouver, c'est pas comme retrouver une note de bas de page. Hein. Tu vas chez Carrefour, c'est écrit sur tous les sacs. Mais le problème, c'est que ceux qui viennent me voir dans les confs, ils vont pas à Carrefour. Alors je sais pas comment faire. Ouais, ensemble quelque chose, voilà. Ah bah dis donc, heureusement qu'on est 150. Hein. Bon, bah je vais vous le dire alors. C'est sûr, si je vous citais Bourdieu, vous trouviez plus facilement. Hein. Je le sais. Alors voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant 2 heures. Je remercie beaucoup le lieu unique et le CNAM de m'avoir offert cette opportunité d'être avec vous pendant ces 2 heures-là. Et s'il n'y avait qu'une seule phrase à retenir de cette conférence, c'est le slogan au dos du sac. Vous ne pourrez pas dire que la référence est dure à retrouver. Je vous la livre sous vos applaudissements. Mesdames, Messieurs, merci. Mais vous n'arrivez pas à lire. En agissant ensemble, on agit vraiment. Il n'y a que ça à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un petit mot de Xavier pour conclure cette soirée. Très court. Donc juste pour vous dire, prochain rendez-vous le mardi 25 juin, 18h30 à 20h. Et donc on va s'interroger sur un bien commun. Donc voilà, je ne sais pas si le pétrole est un bien commun, mais en tout cas là on va parler de la santé. Voilà, et est-ce qu'il y a une santé publique? Et donc là, on va discuter du lien entre choix individuel et puis approche collective, à partir d'un sujet qui est hautement polémique et de controverse, qui est celui de la vaccination. Donc vaccination, est-ce un bien commun? Voilà, donc rendez-vous le 25 juin, 18h30, ici même. À bientôt, bonne soirée. Merci d'être venus nombreuses et nombreux.